Got that steal too. And here he goes. Here we go. PG What you got? puts Oh, yeah! Let's play pick and roll with it. Halliburton against Beverly. Here's a long three. Halliburton got it. Yeah! Oladipo the rebound. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! He got it. Another one! Another one! Victor Oladipo has given the Pacers a 1-point lead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Podsers, le podcast mensuel pour revenir sur l'actualité des Indiana Pacers. On a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est la moindre des choses. Je suis C-Web de Pacers Talk et je suis accompagné de Pacers Family. Salut à tous. Et voilà, on va revenir en longueur pendant plusieurs heures sur l'actualité. On espère que ça vous plaira. On va commencer par la forme récente de l'équipe, qui est sur 9 victoires et 1 défaite. Et la défaite, c'est contre Boston, la meilleure équipe de la ligue, donc on prend. Donc on va revenir sur le match d'hier soir pour commencer, face à Atlanta, qui sont définitivement nos petits cette saison, avec 3 victoires et 0 défaite pour l'instant. C'est pas gentil ça. Ils sont quand même. Leur saison est un peu difficile. Tu les enterres déjà. C'est pas mon problème, chacun ses difficultés. Il y a 3 équipes dans la ligue, il faut des gagnants, des perdants. Donc je disais Atlanta, en l'absence de Tyrese Halliburton, toujours, qui sera absent pour 2 semaines, on y reviendra juste après. Un match qui a battu des records, notamment à l'efficacité. C'est le troisième record qu'on bat en 3 matchs contre eux. On avait battu le nombre de points sur un match au premier. Au deuxième, on a battu le nombre de passes décisives de l'équipe de la franchise. On a mis 50 passes décisives, qui était le record de franchise de loin à l'époque. Et là, c'est le pourcentage au tir qu'on a battu. Donc, les Hawks nous réussissent vraiment plutôt bien. Ouais, pourcentage au tir battu, donc le record de la franchise. Et j'ai vu passer l'info tout à l'heure, personne en NBA n'a fait mieux depuis 2 ans. Ah oui. Donc Et- on prend. Et pourtant, en fait, que je regardais, on a quand même pas mal tiré à 3 points. C'est juste qu'on a 61% à 3 points, quoi. On pourrait se dire que, ok, on a pris 0,3 points, mais si, je crois que 20-25% de nos tirs, c'était 3 points. Non, justement, j'avais remarqué que le tir à 3 points, c'était vraiment bas sur ce match-là. Justement, on a réalisé l'une des meilleures performances au tir au cercle. On a pris 49% de nos tirs au cercle, qui est l'une des meilleures performances de la saison. Et justement, à contrario, 22% seulement de tirs à 3 points, qui est une des pires, si ce n'est là, de la saison, concernant l'équipe. Non, c'est vrai. Mais en même temps, vu la défense des Hawks, c'était pas compliqué d'accéder à la raquette facilement, et je pense qu'on s'en est pas privé non plus, hein. Enfin, Bah, en fait, quand je voyais les Hawks, je voyais le mauvais Indiana, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait j'ai un peu tout qui... ouais, donc j'ai compris pourquoi c'était facile d'accéder à la raquette avant le changement tactique de Rick Harris concernant les Pacers. Ouais, je vois. TJ McConnell et Andrew Nembhard, hier, ils se sont baladés. Peut-être pas non plus, ça se voit pas forcément sur la réussite au tir au poids, mais en fait, quand ils voulaient aller à un point A, un point B, ils y allaient sans problème. Il y avait des angles de passe de partout. Enfin, je veux dire, même des Obi Toppin, des maçonneurs ont fait des passes décisives hier, ce qui est pas fréquent. Donc c'est vrai. bien que les ouvertures de passes étaient assez disponibles. Mais oui, moi je dis très bon match, j'ai adoré. Et surtout la défense, moi c'est vraiment la défense qui m'a un peu frappé parce qu'Atlanta, mine de rien, ça reste une équipe qui sait jouer. Et je trouve qu'on a vraiment proposé quelque chose en défense qui était très très bon, peut-être même le meilleur niveau de notre saison. Bon, c'est pas le meilleur adversaire, mais vraiment, ce qu'on a proposé sur Trae Young, j'ai trouvé que Buddy l'avait très très bien défendu, que même Isaiah Jackson avait été superbe sur ces Quel situations match. contre Trae Young. Et défensivement, je pense que c'est aussi là qu'on a cherché ce match aussi vite en fait, parce qu'on a mené tout le match sans trop de problèmes. Ouais, c'est clair. L'attaque s'est vite mise en route avec beaucoup d'efficacité et une fois que TJ McConnell est rentré, bah là c'était le festival, des passes décisives. Il faisait que ça jusqu'au retour de Andrew au second quart-temps, donc c'est là qu'on a pu prendre un net avantage avant le retour des Hawks pour un semblant de suspense, mais après on a vite remis les pendules à l'heure et on a déroulé quoi. C'est vrai qu'on a quand même la chance sur les matchs contre les Hawks qu'on a eu que de pas pouvoir voir un très beau Trae Young, ce qui nous a quand même bien aidé pour le coup. Les 2 derniers matchs, je crois qu'il était à 8 sur 35, un truc comme ça, sur les 2 derniers matchs. C'est Alex Godden NBA qui avait lâché l'info. Donc on a quand même cette chance-là aussi. Faut en profiter, on en a bien profité. Le match,
fallait qu'on essaye de le prendre et on l'a pris avec la manière. Donc, moi, je n'attendais pas forcément mieux. Quand je me suis réveillé avant le match, j'étais même pas sûr qu'on le prenne honnêtement, parce que sans Tyree, ça pouvait être compliqué. Et, euh, et nous, bah, on savait pas trop ce qu'on pouvait montrer. Et j'ai vraiment été convaincu par ce que montrait Carlisle. On a très bien joué hier. Si on peut rebondir sur la défense, plutôt global, hein, depuis le changement défensif de Rick Carlisle, c'est vraiment un autre visage qu'on voit des Pacers, Mm. avec déjà, comme j'avais évoqué sur les réseaux, un accès au cercle vraiment bien plus limité. Et ça fait plaisir. On le voit vraiment pendant le match, hein. À chaque drive, tu as un joueur qui essaye de se mettre en opposition dans sa course pour le forcer à ressortir le ballon, quoi. Et ça aide vraiment les intérieurs pour vraiment contenir la raquette. Parce que Mm. juste avant ça, tu avais vraiment à chaque fois le ball handler et le roller qui te fonçaient dessus. Que faire en fait? Le choix il était compliqué et surtout que tu n'avais pas d'aide qui venait des corners. Donc c'était point automatique ou faute. Depuis le match contre Houston, il a une révélation et j'en suis, j'en suis ravi, franchement. 9 victoires, une défaite et de sacrés adversaires, hein. 2 fois les Bucks, 2 fois Boston, notamment. Mm. Franchement, pourvu que ça dure. Je pense qu'on reviendra un peu sur la défense aussi plus tard, dans une autre partie. Mais pour revenir sur ce match-là, je pense qu'il y a aussi nous aide beaucoup, c'est que avant, même quand on était dans la série de victoires, là, les 8 victoires en 9 matchs, à peu près avant l'absence de Tyrese, notre difficulté, c'est qu'en défense, bah, tout le monde défendait très bien, sauf Tyrese. Mais vraiment, depuis qu'on a plus Tyrese, et bah, tout le monde défend bien, parce que au titulaire, bah, t'as quoi? T'as Andrew Nembhard maintenant. Mm. Et maintenant, t'as 5 gars qui savent défendre dans les titulaires, on ressent quand même vachement le changement. Et hier, si je me souviens bien, quand même, au début de match, on s'est dit, ok, bon, on va mettre Andrew Nembhard il défendait sur Dejounte Murray, et c'était Bruce Brown sur Trae Young. Et bah, pour les deux, ça n'a pas été si simple le match. Donc vraiment, l'absence de Tyrese a quand même permis de gagner un peu en défense, je dirais, même si offensivement, t'y perds. Est-ce qu'on fait un petit tour sur les 10 derniers matchs plutôt au global, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, toi, de ton côté. Non, on a été plutôt complet sur le match d'Atlanta, hein. Franchement, Mm. super match. Sans Tyrese, et comme tu l'as dit, j'étais vraiment pas sûr de le prendre, celui-là, notamment, bah, quand même, faut respecter le joueur qu'est Trae Young. C'est à prendre, franchement. On aura un autre gros test à venir avec Denver, et 2 fois en plus en l'absence de Tyrese. Mm. On va voir comment ça va se passer, mais c'est des gros matchs à prendre, quoi. Surtout avec la concurrence qui pousse derrière. J'avoue que moi, ça m'a un peu fait relever mes espérances pour la suite sans Tyrese. Je savais pas à quoi m'attendre. Et vu ce que j'ai vu déjà depuis 2 matchs, bon, c'est des attaques qui sont assez faibles, mais je me dis que finalement, il y a peut-être un coup à faire. Moi, j'avais une stat sur les 10 derniers matchs que j'ai envie d'évoquer. Sur les 10 derniers matchs, les Pacers sont à 53% au tir, 40% de loin, 80% lancé. Wow. Ce que je trouve bien, c'est qu'on a vraiment une réussite qui est très très indécente, mais sur le parquet, ça se ressent pas tant que ça en fait. Tu ressens pas que depuis 10 matchs, Bruce Brown, il est en 62% de loin. Tu ressens pas si Obi Toppin, tu peux sentir qu'il est à 50% sur les 10 derniers matchs de loin. Mais même des gars comme Buddy, il est 37% de loin sur les 10 derniers matchs. En fait, on a vraiment une réussite qui est très très forte contre des adversaires qui pourtant sont pas forcément des planches en défense, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est depuis le début de la saison que Indiana possède déjà une attaque vraiment bien huilée, on va dire. Donc, c'est pas en attaque qu'on pourrait s'attendre à vraiment une grosse différence, c'est vraiment défensivement. Mais le point qui était intéressant, c'est avec le changement tactique de Carrette, on aurait pu s'attendre à un peu moins d'attaque, parce que beaucoup de role players finisseurs d'action qui sont intégrés en 5, mais pas du tout en fait, parce que ces role players-là shootent à des Ouais. pourcentages vraiment indécents, quoi. Et pour te compléter, notamment sur les statistiques, depuis les 10 derniers matchs, bah, Indiana reste une top attaque, hein, avec un offensive rating de 123,7, ce qui les classe 3e dans la ligue. Et surtout, et c'est là qu'on est content, un defensive rating de 114, ce qui les classe 14e. Une très forte évolution pour Indiana, qui était dans les bas-fonds, hein, aux alentours de 26-27e place avant ça. Donc, on est dans la moitié haute avec cette 14e place de la Ligue, hein. Ce qui nous fait un net rating de 9,7, pardon. Ça, c'est Ce qui- Oklahoma. Purée, Qui est, 9.7. ouais,
Donc quatrième sur cette période de 10 matchs, ouais. C'est vraiment top. Avec toujours une efficacité légendaire, hein. 64,2 de true shooting, les deuxièmes de la ligue. Derrière encore Oklahoma, mais on va pas l'évoquer, c'est pas notre podcast. Ils sont premiers à l'Ouest, hein, donc c'est logique qu'on Ouais, soit dans cette discussion-là, quoi. c'est ça, ouais. La Indiana est quatrième, c'est vraiment une top équipe, hein. On peut le dire, hein. Mm. Donc, Euh, ouais, comme je le disais, une efficacité vraiment top et Mais c'est vrai que quand on voit notre defensive rating, moi je suis surpris parce qu'on a quand même affronté des grosses attaques. Enfin, mm, Boston, quand même, c'est une des meilleures attaques de la ligue. Milwaukee, normalement, ça s'est joué. Il y a plein d'équipes comme ça qu'on a joué qui sont très fortes en attaque, même Atlanta. Et on s'en est vraiment très bien sorti. Et moi, je sais que demandez-nous il y a 2 mois, parce qu'il faut bien se rendre compte de l'état de notre défense il y a 2 mois, mais je ne pensais même pas qu'on pourrait atteindre cette 14e place niveau defensive rating sur 10 matchs. C'est vraiment impressionnant. Moi, je pensais pas qu'on pourrait atteindre un niveau défensif à ce point-là, sans pour autant sacrifier grandement notre attaque, parce que c'est aussi ça le truc. En fait, on a juste dit, OK, on va se passer un peu d'attaque, et ça nous a permis de gagner 10 places au defensive rating. Ce qui est impressionnant, quoi. Je sais pas comment se débrouille Carlisle, mais putain, c'est impressionnant. ouais, c'est clair que vraiment on est content de d'avoir signé ce coach, hein, qui gère parfaitement l'équipe, on le sent se fait respecter, quoi. Les joueurs Mm. l'écoutent, appliquent au mieux le plan de jeu et ça se retranscrit sur le terrain, pardon. Moi, de toute façon, je le dirais, je continuerai de le dire, c'est la plus grande signature côté Indiana de leur histoire, je pense, sur une free agency, parce que sinon, c'est quoi? C'est David West? J'ai quand même l'impression que Carlisle est peut-être une plus grosse star que David West. Franchement, ouais, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et Et quand, surtout quand... je m'y attendais pas avec Carlisle qui vient à Indiana. Je me souviens Le, des noms à l'époque. ouais, Ah, quand j'ai entendu avec Carlisle, waouh! ouais, j'étais vraiment content. Je crois que ça s'appelait Le, Mike D'Antoni, non? si, effectivement, ouais, si. Bah après Après, je vais ouais, pas dire, mais ce j'allais que fait dire, Rick Carlisle actuellement, c'est un peu du Mike D'Antoni, hein. c'est ce que j'allais dire, ouais. Si on avait eu Tyrese, je pense qu'il aurait quand même très bien exploité Mike D'Antoni. Mais bon, dans le côté un peu moins foufou, je préfère avoir Rick Carlisle, quoi. Oui. Si on gagne les 2 prochains matchs sans défaite, Rick Carlisle repasse à un bilan neutre, à 50% de victoire en carrière, 50% de défaite. Je penserais pas qu'on en serait aussi proche de cette saison-là, parce que je pensais pas qu'on serait quatrième à l'Est à la mi-saison. Peut-être que cette saison, il va repasser en bilan positif en carrière, ce qui serait quand même assez cool. Petite erreur que je rattrape au montage. En fait, c'est son bilan aux Pacers qui peut équilibrer. En tant que coach des Pacers, s'il a 2 victoires supplémentaires sans défaite, il reviendrait à un bilan neutre. Mais en carrière, il est bien dessus dans le positif. Ouais, franchement, on lui souhaite. Je pense que c'est le bon moment pour faire un petit point sur le classement, parce que là, on est quoi? On a fait jouer 38 matchs, on est à la mi-saison, et Indiana est quatrième. Si je me trompe pas, c'est 23 victoires pour 15 défaites. C'est ça. Et bah en fait, moi je le dis à chaque fois, je le dis à chaque space, enfin à chaque space et à chaque podcast, mais le tout premier podcast de l'Est aux Pacers, je disais que l'objectif c'était quand même un bilan neutre ou un peu plus. Et là, on est quand même bien au-dessus. Pourtant, alors qu'on a dans le rétro des équipes qui sont impressionnantes, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ou à dire dessus. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Tout simplement, pour preuve, mon classement personnel pour l'Est, j'ai mis Indiana 9e. Donc, J'avais septième. donc voilà. Je m'attendais vraiment à toujours une bonne attaque, mais avec pas mal de soucis défensifs, mais surtout pas ce niveau de Tyrese Haliburton, couplé à ces role-players qui mettent tout, quoi. Et nous voilà à quatrième place, derrière Boston, Milwaukee et Philadelphie. Ok, Il me semble, il me semble qu'on est juste aussi proche de la 3e place que de la 8e place. Donc, c'est même pas si inatteignable, tu vois. On est vraiment à un point. Et on a pris de l'avance sur les 4e, 5e, 6e derrière, hein. ouais, c'est Et ça. oui. Bah, et ce qui est intéressant en plus, c'est que tout ce bottom entre Boston et Orlando, qui est huitième, on les a quasiment tous tapés. Boston, il y a Ouais. 2-2 de tête. Milwaukee a 4-1. Philadelphie a 1-1. Hein. Cleveland a 2-0. New York 1-0. Miami 1-1. Et par contre, on n'a toujours pas gagné contre Orlando que 0-2. Ouais. Mais par exemple, là, je vois, Chicago, ils sont 9e avec 18 victoires, 22 défaites.
j'ai pas l'impression que même si on joue mal, ils nous rattraperont un jour, quoi. J'ai l'impression qu'on est presque, si on continue dans cette lignée, on est presque assuré de faire un top 8, quoi. C'est ça, ouais. Bah, l'objectif, je pense, c'est dans la tête des joueurs maintenant et du coach, ça va être de se qualifier en playoff directement, soit Je suis d'accord. la 6e place minimum. Et, ouais, moi, vraiment, je suis impressionné quand je vois que des équipes comme New York, Cleveland, bon, qui a eu des blessures, mais même Miami sont derrière nous. Et je n'aurais jamais cru ça à un seul moment au début de saison, hein. Pour moi, Cleveland et New York, c'était censé nous taper, mais je pensais pas Ouais. qu'on serait à leur niveau tout de suite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, Cleveland a quand même des circonstances atténuantes, hein, Oui. énormément de blessures, mais en tout cas, en termes de niveau de jeu, Indiana se classe très très haut dans la ligue. Mais tiens, Ah, petite maintenant, question pour toi. ouais. Si Indiana continue sa belle épopée là, si on va dire on finit 6e, donc une qualification directe en playoff, quelle est la meilleure match-up pour toi entre Milwaukee, les Sixers, qui pourraient être 3e, Hmm. et Boston restera premier quand même. Hmm. Évidemment, bah, on pense directement à Milwaukee parce qu'on les a quand même battus en 4-1 et qu'ils parlent Ouais, beaucoup sur Internet, mais moi je pense quand même, je dirais actuellement Milwaukee ou Cleveland, parce que j'ai toujours en tête les playoffs l'année dernière de Cleveland où en fait ils se sont très vite rendus compte que ça commençait à défendre et qu'il manquait beaucoup de création offensive et j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont beaucoup remédié cette saison. Encore plus avec Darius Garland qui est un peu ailleurs. Donc je me dis le fait que leur raquette soit pas ultra efficace offensivement pourrait combler le fait que bah, notre raquette on la défend pas si bien. Et puis j'ai quand même l'impression qu'on a des profils qui pourraient la défendre. Jalen Smith, j'ai quand même l'impression qu'il peut aller faire chez Mobley. Mastoner à chaque fois qu'il a joué à Laine, il a été meilleur. Pour moi vraiment c'est Milwaukee ou les Cavs. Mais je dis pas en mode on va les gagner 4-2. Je pense que quoi qu'il arrive, ce sera un peu serré, mais et pas forcément à notre avantage tout de suite. Mais pour moi, c'est les deux équipes que j'aimerais jouer. Toi, t'as un petit avis là-dessus? Hum, Milwaukee, ça reste quand même assez dangereux, hein. Faut Hmm. quand même se rendre compte du monstre qu'ils ont et de l'expérience aussi qu'ils ont maintenant. Après, j'ai vraiment l'impression qu'on a une mauvaise match-up pour eux, notamment à cause de Damian Lillard qui a un trou noir défensif et Hmm. c'est un joueur qu'on implique énormément sur le pick and roll pour créer de l'offense du côté Indiana. Et c'est vrai, c'est un profil qu'on retrouve pas trop chez les autres. Enfin, si avec Darius Garland, mais moins quand même. Mais offensivement, ça peut être compliqué à gérer. Les, les fautes de superstars, on les connaît aussi en playoff, hein. Les playoffs, Hmm. c'est le star system, hein. Mais quand même, je dirais plutôt Cleveland que Milwaukee, ouais. Bah, ils sont déjà plus bas. Mais après, Milwaukee, ok, Yanis va être un problème, mais bon, le seul match qu'ils ont gagné, c'est quand Yanis en a mis 64, tu vois. Le premier match C'est de fou à saison qu'il dire, hein. perd, Yanis, il était en 57-6, il a perdu le match. Le dernier, il était en triple-double à 30 points, il a perdu le match. Donc je pense qu'on est un peu parti du principe que Yanis, bon, on l'arrêtera pas trop. Quoique Jalen Smith a plutôt bien défendu sur lui, je trouve. Mm. Il faut lui reconnaître ça. Ce qu'aucun Pacer n'avait réussi depuis 5 ans. Mais c'est sûr que Cleveland a quand même l'air plus abordable cette saison, Mm. Je suis d'accord avec toi. même si Donovan Mitchell fait peur. Ouais, clairement, joueur à respecter, équipe à respecter de toute façon au Mm. global. Parce C'est que fou si même, j'avais posé cette question en début de saison, on aurait été quand même sur d'autres avis. Mais bon, déjà, Indiana est tellement impressionnant que je pense qu'à l'époque, on serait plutôt, attendons un peu déjà des top play-in avant de parler. c'est ça. Et de prendre le premier, quoi, et sortir. Ouais, mais là, j'ai du mal à nous voir perdre contre les équipes. Ouais. Mm. Même Miami, j'ai l'impression que c'est prenable, quoi. Bah, Miami, le souci, c'est théoriquement, c'est prenable à chaque fois, mais C'est les playoffs, oui, oui. sauf qu'il y a le terrain, quoi. Mm. Il y a Je- Les Knicks aussi, c'est. Moi, ils me font J'ai peur. en- j'ai envie de dire qu'au global, ça pourrait un peu manquer de talent pur, contrairement aux autres, mais c'est une équipe vraiment sérieuse, Mm. appliquée. Tom Thibodeau basketball qui défend dur, etc. C'est comme tu dis, ça fait un petit peu peur. Mais par contre, un Pacers Knicks, ça se Oh, refuse pas, quoi. ouais, C'est beau, c'est je beau. suis trop d'accord. Je trouve que les Knicks, ils sont très équilibrés.
avec des pivots qui sont très besogneux, et derrière, t'as un bon mélange d'attaque et de défense, je trouve, Mm. et des joueurs qui se connaissent bien, et je trouve que c'est pas si évident, les Knicks. On a eu la chance de les jouer pile le jour où ils ont tradé RJ Barrett et Emmanuel Quickly, donc ils étaient vraiment diminués, et on avait pris le match. Mais j'aurais bien aimé je pense qu'on les rejouera, mais j'aurais bien aimé les jouer un peu plus au complet, dans un match au Madison, un truc comme ça. Ouais. Bah, on les jouera le 2 février, donc Oui. c'est pas long. Euh, Au Madison. ouais, au Madison. D'ailleurs, je regardais à l'instant, mais ils sont à 11 victoires, 4 défaites à domicile, donc faut aller les chercher, quoi. Ouais, équipe sérieuse. Mais bon, on a quand même mis fin à 17 victoires d'affilée des Bucks chez eux, je crois, c'était un truc comme ça. Donc rien nous fait peur, hein. Ouais. Bah, on a un autre objectif, sinon, pour briser les séries, ça sera celle de Boston à domicile. Je sais pas s'ils tiendront d'ici là, mais on les affronte Ils sont fous, putain. le 31 janvier. Là, si je dis pas de bêtises, ils en sont à 18 de suite à domicile cette saison, donc sans perdre. Donc on verra. Je crois que le 31 en plus, c'est juste après la réévaluation théorique de Tyrese Haliburton, donc il pourrait techniquement jouer ce match-là, même si je suis pas sûr que ce soit le cas, parce qu'à chaque fois, faut souvent compter un peu plus. Mais ce serait bien qu'on soit tous au complet cette fois-ci. Les fans de Boston nous détestent un peu maintenant, je crois, donc ça risque d'être tendu. Bah, tu fais une bonne transition pour parler de Tyrese Haliburton, tiens, et de son absence. Tyrese Haliburton, hein, qui a subi une blessure lors du match face à Boston. Tu as le nom de la blessure? Je sais pas si... Hamstring sprain, je crois que c'est un truc comme ça, je crois qu'il a une... Je sais pas quelle est la traduction française, peut-être C'est au une niveau élongation au C'est au niveau tendon. des ischios, en tout cas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, De niveau 1. c'est ça, oui. Donc, on avait peur, surtout vu les images. Donc, comme on l'avait vu sur les réseaux, il y avait plusieurs grades possibles. Le grade 1, aux alentours de 2 semaines. Le grade 2, plutôt 2 mois d'absence. Et le grade 3, c'est vraiment fin de saison, quoi. Adieu. C'est ça. Donc, on a eu la chance d'avoir le grade 1, donc une réévaluation dans 2 semaines. On est tous soulagés. On attendait tous l'IRM comme si c'était quelqu'un de notre famille, quoi, j'imagine. Mais ouais, soulagés. Et d'ailleurs, juste avant le match hier, à l'entraînement, il était en train de prendre des tirs au lancer franc. Donc il a quand même déjà recommencé à prendre un peu la rééducation. Ce qui est plutôt bon signe, même s'il faisait pas les tirs en mouvement, mais des tirs arrêtés, il les prenait. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi passer. C'est de bonne augure pour la suite. Oui, voilà. Mais bon, ce genre de choses-là, il faut pas les presser. Il faut pas essayer de faire des retours rapidement. Je pense qu'Indiana n'est pas non plus dans une obligation rapide de jouer les playoffs ou d'être compétitif. Donc, je pense que prendre le temps, ce serait pas non plus mauvais pour lui. Même si je pense que s'il veut jouer un peu plus rapidement, il va vite demander à revenir sur le terrain. Ça a l'air d'être ce genre de joueur. Rien ne presse vraiment. On est en plein janvier. Le All-Star Game, pardon, se prépare tranquillement. Il y a du temps, il y a des matchs et l'équipe tourne pour l'instant très bien. Donc, prends ton temps, Tyrese, et reviens-nous au maximum de ta forme. Ah bah, l'année dernière, en tout cas, Tyrese n'était pas là pour sa grande absence qui était il y a un an pile. D'ailleurs, c'est drôle. Une victoire, 10 défaites sur les 11 matchs où il était pas là. Là, 2 victoires, 2 matchs, quoi. Donc, on fait déjà mieux. Oui. Et je trouve que ça, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça se ressent vraiment sur le parquet, cette différence de niveau et de qualité de jeu sans Tyrese par rapport à l'année dernière. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais toute l'équipe a passé un gap, vraiment. Hormis TJ McConnell qui est vraiment le GOAT et qui a ce niveau de jeu vraiment assez souvent, quoi. Comme je disais précédemment, les role players, c'est à un autre niveau. Déjà, ils mettent dedans, que ce soit Naismith, que ce soit Jay Naismith, Miles Turner qui continue sur les mêmes standards que la saison passée, et sur le banc, t'as Isaiah Jackson qui explose cette saison. On a recruté Obi Toppin qui met des points, malgré tout, hein, ses défauts. Quel Il score. continue, il met des points, il est vraiment un super finisseur d'action. Andrew Neymar, bon, il est un peu sur courant alternatif, on va dire, mais défensivement, il continue à faire le boulot et il continue à essayer la création. C'est vraiment des petits problèmes au shooting, mais et surtout, le plus important, c'est
le fond de jeu qui est bien plus intéressant que la saison dernière, du passing vraiment. En fait, l'équipe a vraiment envie de jouer ensemble, ça se ressent. Ouais. Et contrairement, pas que l'année dernière il ne voulait pas, mais tout le monde a progressé dans cet aspect du jeu et maintenant c'est une vraie belle symphonie pas qu'on entend mais qu'on voit. C'est assez bien résumé, je trouve. Indiana a vraiment une meilleure profondeur et beaucoup plus d'armes aussi, ça se ressent. L'année dernière, offensivement, c'était peut-être un peu plus limité déjà, et bah, au poste 4, t'avais pas le choix. Que Nesmith. Là, on sent vraiment que Carlisle prend un peu plus de plaisir à essayer de construire des trucs cohérents, Mm. et ça marche plutôt bien. Pour rebondir à ce qu'on évoque souvent sur les réseaux, Ricard a même trop de bons joueurs avec, Ouais. avec ces fameux 11. Donc 11 joueurs, pour les de rotation. pour les citer, Haliburton, Nembhard, McConnell sur les postes 1, Bruce Brown, Benedict Mathurin, Buddy Hield, Aaron Nesmith, on en a 7, Jalen Smith, Isaiah Jackson, Miles Turner, Obi Toppin, et je crois qu'on est bon. Donc pour ouais, aller- 11 joueurs pour 240 minutes par soir, c'est une répartition assez complexe, quoi. Pour aller un peu plus loin, je pense qu'il n'y a même pas 5 équipes dans la ligue où Jarras Walker, Jordan Noura et Mel Shepard n'auraient pas du temps de jeu. Hein. C'est exceptionnel. Il souffre un peu plus du contexte, mais Jarras Walker, je pense qu'il y a 28 équipes qui lui donnent du temps de jeu fréquent, quoi. C'est juste que nous, on est bouché à ce point-là. Mais oui, les rotations, c'est un gros casse-tête. Et Carlisle a trouvé quelque chose qui marche. Moi, j'ai quelque chose que je me demande assez fortement, c'est que déjà, je pense que la réussite de l'équipe actuelle s'explique beaucoup par le fait qu'on arrive à donner du temps de jeu à TJ McConnell et à Isaiah Jackson, en mettant titulaire d'Andrew Nembhard et de Jalen Smith. Et je pense que le banc carbure beaucoup grâce à eux. Et ce que je me demandais, c'est est-ce qu'au final, avoir un banc peut-être meilleur que les titulaires, c'est pas non plus un choix de Carlisle. Quand je vois par exemple des Benedict Mathurin qui restent sur le banc, en fait, on se rend compte que notre banc, c'est notre plus grande force à l'heure actuelle. C'est eux qui vont creuser les runs, c'est eux qui vont donner un peu cette énergie-là. Et je sais pas, je me demande parce que Carlisle a quand même ça a quand même de lui tenir assez à cœur d'avoir un banc qui est très fourni comparé à des titulaires où là, c'est plutôt, je dirais, la rigueur qui joue. Bon, je sais pas, moi je me demande, parce que moi je suis un grand... je prêche très souvent le fait qu'il faudrait faire jouer Benedict Mathurin titulaire. À la place d'Aaron Nesmith par exemple, parce que je sais toi n'est pas forcément ton avis sur cette question-là. Le banc c'est devenu vraiment un point technique qu'on essaie de jouer et sur lequel on se concentre fortement. Oui aussi pour le banc, ce qui est impressionnant quand même, c'est que on joue avec un duo qui est TJ McConnell, Isaiah Jackson, qui n'a absolument zéro spacing. Et pourtant, on y arrive très fortement. Je pense que c'est, pour n'importe quelle équipe, avoir de quoi compenser en spacing un TJ McConnell et un Isaiah Jackson, il y en a personne d'autre qui n'a peut faire ça, tu vois. Mais sur le banc, bah, t'as Benedict Mathurin qui est dans une forme hallucinante de loin, t'as Obi Toppin, t'as Buddy Hield. Et ouais, en fait, ça marche beaucoup trop parce que on a des joueurs qui adorent exploiter les espaces, on a des joueurs qui créent ces espaces-là. Je trouve ça vraiment beau que Carlisle ait réussi à construire un 5 majeur qui soit très équilibré et un banc aussi, en fait. Donc je suis en partie d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais rebondir sur 2-3 points concernant la titularisation de Benedict Mathurin. En fait, je ne suis pas contre parce que j'adore Benedict Mathurin. Le souci, c'est que et j'aime beaucoup ce qu'est en train de construire Carlisle. Carlisle, par contre, je reprends. Et j'aime beaucoup ce que Rick Carlisle est en train de construire, notamment en incluant quasiment systématiquement 2 créateurs sur le terrain, ce que n'est pas encore Benedict Mathurin. Et à défaut, c'est Andrew Nembhard qui prend sa place avec Tyrese Haliburton dans le 5. J'aime beaucoup le fait d'avoir 2 créateurs et tant qu'on n'aurait pas un autre créateur sur front courte, ça me dérangerait un peu de mettre Mathurin, même si il a les qualités évidentes pour être un titulaire. Hein. Déjà, Rick Carlisle le dit. Oui. Et mais il le fait pas. c'est vrai. En fait, j'attends aussi beaucoup de la progression en l'état, hein, avec l'effectif en l'état, de Jarras Walker par rapport à cet aspect-là du terrain, son playmaking qui est vraiment bien, pour inclure Benedict Mathurin. Parce que si tu as Tyrese et Jarras à la création pour autrui, bah
la titularisation de Mathurin prend tout son sens, quoi. Avec ce scoreur qui est super en création pour soi, en premier lieu, qui va te débloquer pas mal de situations quand les autres font tourner la baraque, quoi. Moi, je suis Mais, d'accord. mais pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que Indiana est vraiment une équipe. En fait, en général, quand un titulaire sort, qui fait place à un remplaçant moins fort. À Oui. Indiana, quand un titulaire sort, le niveau entre le titulaire et le remplaçant n'est vraiment pas. Il n'y a vraiment pas un grand écart en fait. D'où la continuité de, et les runs que Indiana peut faire souvent en fin de premier quart ou début de deuxième. Donc, concernant le banc, c'est parce que l'écart est vraiment minime. Et l'écart est si petit il défonce les secondes unités adverses en fait. Donc, ouais, le niveau de jeu de McConnell, de Mathurin, Hill, Topin, Jackson est très bon, mais il est surtout vraiment excellent par rapport à seconde unité adverse et c'est vraiment ça qui nous fait passer un cap et qui fait que Indiana, j'ai pas peur de le dire, a le meilleur banc de la ligue, quoi. Une petite question pour toi, justement, vis-à-vis de ce banc-là. Enlève là nos 5 titulaires actuels dans l'équipe. Donc, t'enlèves Haliburton, t'enlèves Bruce Brown, Mm. t'enlèves Nesmith, Smith et Turner, et tu prends juste le banc avec les McConnell, les Mathurin, les Buddy et tout. Tu penses que cette équipe-là, sans les titulaires, elle a combien de victoires à l'heure actuelle? Elle aurait combien de victoires à l'heure actuelle si c'était une équipe à part entière? Alors, avec Donc, je te dis les McConnell, joueurs. vas-y. Alors, tu aurais McConnell, Mathurin, Andrew Nembhard, Buddy Hield, Obi Toppin, Isaiah Jackson, et derrière, t'as les Nora, t'as les Shepard, t'as les Jarvis Walker. Parce que c'est quand même très très lourd, hein. Sans les titulaires, on a quand même un truc. Bon, tu gagnes peut-être pas 20 matchs, Oui. mais tu vois, je pense que cette équipe-là, elle seule, sans les titulaires, elle peut faire les mêmes bilans que des Portland, hein, qui sont à 10 victoires, 28 défaites, hein. Même mieux, tu vois, c'est impressionnant. Bah ouais, couplé au fond de jeu de Carlas et vu ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai que elle aurait quand même reporté des matchs. Après, toute proportion gardée quand même, Après, on a TJ McConnell, on n'est même pas obligé d'avoir des mais proportions gardées, tu vois. ouais. Est-ce qu'on est pire que les Pistons? Je pense pas, en vrai. Non. Enfin, je regardais, mais TJ McConnell sans Tyrese Haliburton, c'est plus le même joueur, hein. L'année dernière, il était en 14,8 de moyenne sans Tyrese Haliburton et les pourcentages qui étaient au-dessus des 60%, et là, il est reparti pour des bases assez similaires. Quel crack. Ah, des gens voulaient l'échanger contre Cameron Payne, quoi. Je citerai pas de nom. Ouais, vaut mieux pas, ouais. Bon, on a parlé un peu du global de l'équipe. Si on peut faire un petit point défense, parce Ouais. que depuis 10 matchs, comme on l'a évoqué juste avant, Rick Carles a modifié les rotations avec un 5 majeur, Tyrese Haliburton, c'était Andrew Nembhard au début, maintenant c'est Bruce Brown, Hmm. Aaron Nesmith qui entre enfin dans le 5 majeur pour mon plus grand bonheur, Il Jalen mérite. Smith et Miles Turner. Comme je vous saoule assez souvent sur les réseaux avec ça, Indiana était l'équipe qui encaissait le plus de points dans la raquette, qui accordait plus de tirs au cercle. Et bah, ça a totalement changé avec le nouveau schéma défensif mis en place par le staff. On voit vraiment un changement dans le schéma défensif de l'équipe, avec en point d'ordre une protection de cercle accrue. J'ai l'impression vraiment que le staff en a eu marre de tous ces points faciles dans la raquette, parce que le tir au cercle est vraiment le tir le plus rentable au basket. Indiana était l'équipe qui l'accordait le plus, et quand l'équipe ratait, bah, il y avait souvent une faute. C'était compliqué de produire des runs convaincants dans cet aspect-là du terrain, quoi. Avec cet aspect-là plutôt. Pour revenir sur la défense, je trouve que là aussi, finalement, je trouve que nos 5 majeurs s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Mais notre banc aussi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais rien que le fait d'avoir Isaiah Jackson avec des grosses minutes, et ben le banc, il prend une toute autre ampleur aussi défensive parce que t'as un des meilleurs protecteurs d'arceau de la ligue. Et ça, bah, ça fait des différences, hein. On l'a vu même dans des équipes qui défendaient pas très bien, tu rajoutes un très très bon protecteur d'arceau et tout de suite ça change des choses. Enfin, je sais que par exemple hier, Isaiah Jackson il a fini avec
4 interceptions, 3 comptes, quoi. Oh, quel match! Ouais, et tout ça en 18 minutes, quoi. C'est... N'importe quoi. Mais oui, la défense, il y a vraiment eu des... En fait, je pense pas que tous les joueurs défendent intrinsèquement mieux, mais je trouve que c'est vraiment, ils sont juste associés à des joueurs qui les complètent mieux. Je trouve que la raquette Jalen Smith, Miles Turner est vraiment très très bonne. Et ils se Mm. comprennent bien, ils jouent bien, c'est des joueurs sérieux. Le problème, c'est que Jalen Smith, il est bien au poste 4, mais pas forcément contre tous les joueurs différents. Je sais que contre Boston, on pouvait pas le mettre sur Tatum. Mm. Mais il y a plein de petits matchs comme ça où il y a des postes 4 qui sont pas vraiment très forts ou alors qui sont plutôt grands où leur duo fonctionne très bien. Et ce qui est bien, c'est que tu peux laisser un peu plus la protection d'arceau à Miles Turner. Et derrière, tu sais que t'as Jalen Smith qui va pouvoir assurer les rebonds, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'avant, il fallait demander à Obi Toppin, et Obi Toppin, c'est pas trop ce qu'il faisait. Mm. Mais oui, je trouve que rien que le fait d'avoir cette base dans la raquette un peu plus solide, entouré par des joueurs qui laissent moins facilement l'accès à la raquette, je trouve que tout ce qui est Bruce Brown, Aaron Smith, ils peuvent laisser l'accès à la raquette, mais ils vont rendre l'action finale beaucoup plus dure. Tu sais qu'avant, quand t'avais Tyrese Haliburton qui était mal entouré, les gars ils passaient, ils avaient 2 mètres autour d'eux pour aller mettre les paniers, tu vois. Là, actuellement, les mecs ont beau passer, mais il y a toujours 2-3 mains qui traînent, et derrière, en dessous, t'as la raquette qui est assez bien protégée. Donc, c'est assez malin ce qu'a fait Carlyle. Juste pour finir, je trouve que il a vraiment réussi à améliorer notre défense grandement avec peu, ce qui est assez grand. Il a pas sacrifié grand-chose, et c'est impressionnant. Non, franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais même faire un point sur Isaiah Jackson parce que c'est trop impressionnant en fait. Ce que j'aime avec lui, c'est sa capacité à combler les close-out. Ce Oui. mec-là est trop rapide en fait. Il court trop vite. Et son but premier, c'est bien sûr de protéger le cercle. Mais s'il voit une rotation défensive qui n'est pas faite, il a une capacité à se diriger vers le joueur, que ce soit à 3 points ou dans la zone, mid-range, dans la raquette s'il est loin, à courir vers ce gars-là tellement rapidement pour combler les close-out. Et encore hier, il comble un close-out en partant presque de sa raquette à 3 points et il le contre. C'est vraiment, entre gros guillemets, style Victor Wembanyama, quoi. C'est, il a vraiment un très bon footwork défensif pour ça. Et de ce point de vue-là, j'aime énormément Isaiah Jackson. En plus d'avoir un timing de compte vraiment impressionnant Mm. et rester au contact de l'adversaire, quoi. Et est-ce que c'est justement pour cette action-là dont tu parles, où il contre Trae Young avec 3-4 mètres de retard, Mm. même tu vois que Trae Young, il le regarde bizarre en mode, les gars, t'es pas censé contrer ça. Moi, je me souviens, mais vraiment, il prend le tir, il fait, mais non, mais c'est pas normal ce qu'il vient de faire. Mm. Et, oui, Isaiah Jackson, c'est très très fort et il a progressé, hein. Ouais. Putain qu'il a progressé, hein, parce que l'année dernière, en fait, il se faisait beaucoup avoir par les feintes de tir et il comptait un peu beaucoup sur son deuxième saut. Et maintenant, je trouve qu'il est beaucoup plus solide, même au poste, il se laisse beaucoup moins faire. Et pour un joueur qui vient d'avoir 22 ans, c'est vraiment ultra ultra encourageant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Son évolution ne se voit pas vraiment dans les statistiques brutes, hein. Il a le même nombre de points, de rebonds et de passes. C'est vraiment tout similaire. Mais par Mm. contre, sur le terrain, c'est vraiment autre chose, hein. Tous ses timings, son IQ défensif et même offensivement. Offensivement, par contre, ça se traduit dans les pourcentages. Il passe de 56% à 68%. Et Quand même. quand il est au poste bas, ouais, quand même. Quand il est au poste bas, ça devient de plus en plus automatique, en fait. Il a un petit toucher bizarre Ouais, de je il t'ai a, coupé. ouais, comme tu le dis, il a un toucher particulier qu'il allie à un énorme saut pour prendre de vitesse son adversaire. Ouais. Et en fait, il a juste à déposer dans le cercle. En fait, il saute tellement haut et il est au-dessus de son adversaire avant lui. Donc, ça facilite grandement les choses. Et même sur pick and roll, je trouve qu'il est vraiment pas mauvais. Bon, tu le fais pas jouer sur pick and pop parce qu'il a pas de shoot extérieur et ça pourrait être un problème pour la suite, mais sur pick and roll, je trouve qu'il a des bons timings, il sait bien se placer. Il est peut-être pas un niveau élite dans ce point-là, mais suffisamment pour que le banc roule, parce que souvent, en fait, sur le banc en face, c'est des gens qui défendent moins bien. Surtout les intérieurs, c'est pas si fréquent que ça qu'il y ait des gros intérieurs qui défendent bien en sortie de banc. Donc lui, tous les trucs un peu frustrants qu'il avait, je trouve qu'il les a bien effacés. Et c'est un joueur qui reste presque
uniquement positif quand il joue sur le terrain, ce qui est assez impressionnant pour un gars qui a pas forcément beaucoup de shoot. Mais encore une fois, c'est qu'il est aussi bien entouré, je trouve. Et le passing. Oui. Parce que sur pick and roll, tu peux prendre le shoot, mais tu peux aussi faire la passe. Et lui, il a cette capacité à le faire bien. Et plutôt bien. Pour accentuer l'efficacité d'Isaiah Jackson, c'est fou parce qu'il passe de 1,19 points par tir la saison dernière, 1,20 en année rookie, à 1,41 cette saison. C'est 95e centile, c'est énorme. Il En prenant est 0 tir de loin. en prenant 0 tir de loin, effectivement. Il a un certain Jalen Smith devant lui. Tel pour vraiment accentuer le fait que Indiana est ultra efficace. J'avais aussi 2 autres points concernant la défense, parce qu'on est obligé Vas-y, de vas-y. parler de la fulgurante ascension de Bénédicte Mathurin dans ce domaine. Oh, je l'aime trop, je l'aime trop, je Ah, l'aime mais trop. c'est incroyable. Déjà, le second match contre Boston, c'est une masterclass défensive. Et Mm. Derrick White, ok, n'est pas un attaquant d'élite, mais c'est un joueur extrêmement solide cette saison. Il a passé une très très sale soirée. Bénédicte Mathurin, Ouais. il est en train de plus être un défenseur négatif. Et c'est une énorme évolution déjà pour son futur, pour intégrer le 5. Parce que là, il a de plus en plus d'arguments pour intégrer ce fameux 5. Et pour son duo sur le backcourt avec Tyrese Haliburton, parce que 2 défenseurs négatifs, c'est compliqué. Si Mathurin arrive à être positif de par ses atouts physiques qu'on voit de lui, sa musculature, etc. Déjà, s'il allie ça à une progression sur son QI défensif et sur sa défense sur l'homme et off-ball, pardon, ça peut être vraiment, vraiment bien. Je trouve que Mathurin, il y a vraiment ce sentiment où, quand tu regardes les 15 premiers matchs et les 15 suivants, tu vois vraiment la différence. Déjà, je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup plus concentré et impliqué aussi. Et j'ai envie de le féliciter pour ça, parce que même l'implication et la concentration, c'est des choses il faut faire l'effort. Il les fait, et puis maintenant, en fait, il finit les matchs, hein. Avant, tu pouvais pas le faire finir les matchs parce il avait des errances défensives énormes. Mais oui, Euh, Alors que pourtant, en attaque, il était bon. Il était pas si mauvais en attaque, même s'il avait des pourcentages pas énormes. Et maintenant, en fait, il est tellement positif en défense, même contre des stars. Je sais que moi, Jalen Brown, il y a des moments où je suis en mode, ah ouais, quand même, il a réussi à le faire chier. Et ouais, maintenant qu'il est concentré, en fait, tu peux voir tout son apport offensif briller dans les moments importants des matchs. Là, Mathurin, je trouve que c'est un peu dans la direction d'Isaiah Jackson. Il commence à gommer tous ces trucs qui faisaient peur. Isaiah Jackson, t'avais peur de pas mal de trucs parce qu'il jouait un peu sur les réflexes aussi. Il sautait un peu partout. Là, même Bénédicte Mathurin, il commence à gommer tous ces petits trucs. Et je trouve que c'est les choses qui gomment. Les deux, là, c'est les trucs qui étaient importants pour leur suite de carrière. Bénédicte Mathurin, s'il faisait pas ces efforts-là en défense, sa suite de carrière aurait pu vraiment être compliquée. Et c'est des choses il y a des joueurs qui n'ont jamais réussi à le faire, tu vois, en 10 ans de carrière. Lui, il commence déjà à montrer ses signes. Donc, je trouve que c'est vraiment encourageant et je pense que il fait vraiment tout ce qu'il faut pour devenir un grand dans la ligue actuellement. Il fait les efforts. De toute façon, c'est un bosseur, on l'a toujours dit, mais je pensais pas qu'il ferait ça aussi vite. Surtout défensivement. je suis d'accord avec toi, surtout, qu'est-ce que son avenir aurait pu être. Parce que ce type de joueur, c'est vraiment, quand tu le drafts, ça peut être ton franchise player, ça peut être un super role player ou vraiment un dynamiteur de banc. Il y a toujours cet extrême. Mais là, si tu ajoutes cette défense, déjà ton énorme plancher, c'est d'être titulaire NBA avec vraiment un rôle très important en attaque, quoi. Même au début de saison, je me disais, mais est-ce que ça va être Tim Hardaway Jr. ou est-ce que ça va être Paul George, toi, tu savais pas. C'est clair. Pourtant, tous mes respects évidemment pour Tim Hardaway Jr. qui est un joueur impressionnant, comme il a une belle carrière, donc ça reste un compliment quand même de le comparer à lui, mais on a le droit d'espérer mieux, ce que lui aussi encore très jeune, Mathieu. T'avais un autre point que tu voulais aborder en défense du coup? Aaron Nesmith. Déjà que j'adorais sa défense sur l'homme en sortie de banc notamment. Là, depuis 10 matchs, Rick Carlisle en fait une utilisation assez différente, surtout sur l'aide. Et j'adore, vraiment. Il est beaucoup mis en défense sur le joueur qui est souvent dans le corner adverse pour l'utiliser en roamer et venir en aide pour protéger efficacement le cercle
Et ça marche extrêmement bien. Déjà que Miles Turner est souvent utilisé de manière à qu'il soit le plus près du cercle. Aaron Smith vient bloquer tout drive adverse et avec sa longueur arrive à bien protéger le cercle et j'adore son utilisation en plus de toutes ses autres qualités. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y revenir? Me forcez pas. Mais j'avoue que moi, quand je vois ça, je me dis, purée, franchement, la dernière, on a passé 80 matchs à le foot poste 4. Oh, si seulement on avait eu un poste 4 vraiment potable, on aurait vraiment pu faire des grandes choses, parce que poste 3, c'est vraiment son poste, hein, honnêtement. Ouais, clairement. Défensivement, il est quand même bien, bien meilleur. Et après, l'année dernière, quand même, poste 4, on pouvait le dire, il était, statistiquement, tu voyais qu'il était assez neutre, mais vu de ses mensurations et tout, c'était quand même un sacré exploit ce qu'il proposait, mais là, oui. Là, c'est en train de devenir un two-way. Bon, peut-être pas un des meilleurs two-way de la ligue, évidemment, parce qu'il manque beaucoup de bagages, mais c'est en train de devenir un two-way sérieux. Surtout quand il commence à avoir ces pourcentages-là au tir. Pas dans son Il rôle manquera encore un peu d'attaque pour devenir un vrai two-way, mais je trouve que même il a vraiment ce jeu de pénétration, il est assez efficace. Il a bien attaqué le cercle aussi. Il a un mini fadeaway. Donc ouais, pour moi, c'est c'est un true and D sûr. Et il pourra même espérer être plus tard. pour 11 millions C'est- l'année. Hein. Ouais. Franchement, c'est trop bien que personne connaisse Indiana. Hein. Personne regarde les matchs, tu peux donner des contrats comme ça à des joueurs immenses et tout le monde est en mode ouais, non, franchement, ils l'ont surpayé. Non, franchement, Aaron Smith, c'est vraiment peut-être mon chouchou hein, chez les Pacers. Je Je vais sais même pas quel est son plafond. D'Aaron. Ouais. Hmm. Parce que là, il a quand même ajouté 12%, il a quand même pris 12 points de pourcentage sur sa réussite au tir et de loin. Ouais, mais c'est un joueur. C'est vraiment un joueur ultra efficace cette saison. Hein. Je, Ouais, il est dans re- le top. je reviens sur les points par tir. Il est à 1,31 par match, 95e centile. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu auras les noms des joueurs qui sont à côté de lui, par exemple? Il est devant Giannis Antetokounmpo. Logique. Il est juste derrière Sam Hauser qui est un ailier ultra efficace à 3 Mm. points notamment. Que à 3 points. Mais C'est ça, ouais. En fait, Aaron Smith, quand on parlait de son plafond, c'est peut-être pas l'impact défensif d'un Jaden ou Jalen. À chaque fois, je confonds les deux. Celui de Moi aussi. Minnesota, McDaniels, parce que c'est vraiment élite, mais sa défense déjà est vraiment très forte. Et ce qu'on lui demande, c'est d'être ultra efficace, pardon, en finisseur d'action, que ce soit au tir à 3 points ou au cercle, les 2 tirs qu'il prend le plus, pour notre plus grand plaisir. Et il le fait extrêmement bien. Donc, en fait, c'est ce qu'est Obi Toppin en attaque, il commence à l'être aussi en attaque, avec un 3 points meilleur quand même, mais il ajoute à ça la défense. Et c'est vraiment ce genre de role player col bleu, comme on dit, hein, des travailleurs de l'ombre qu'il nous faut. Il a vraiment un hustle de fou à provoquer toujours ses passages en force et tout. Je sais pas si c'est Marcus Smart qui lui a appris ça quand il était à Boston ou pas, mais ça fait vraiment plaisir. Hein. Et je vais même mettre 2-3 stats défensives sur la table, si j'y arrive. Oui, voilà. Son block percentage, il a 1.4 et son steal percentage, il a 1.8. Quand tu es à plus de 1 déjà dans ces deux catégories, tu es considéré comme un joueur ayant un plutôt bon playmaking défensif. J'en avais fait un thread d'ailleurs sur Aaron. Hein, Oui. concernant... Qui est épinglé, je crois, non? Il est épinglé, ouais. Donc je vais vous dire tout de N'hésitez suite. pas à les lire vous-même. C'est gentil. Mais je vais juste vous dire, il est accompagné de qui sur tout poste confondu hein, par rapport à ces deux statistiques au moment où je l'ai fait. Donc ça remonte au 23 décembre, donc c'est pas si loin. Donc il est avec notamment Nickel Alexander-Walker, Kai Anderson, qui est vraiment un joueur polyvalent, Giannis Antetokounmpo, on ne le présente plus, Scottie Barnes, qui est vraiment ce genre de profil touche à tout ultra polyvalent, Alex Caruso, André Drummond, qui devient fou cette saison à l'interception, je ne sais pas ce qu'il a, Joel Embiid, Isaiah Hartenstein,
désolé pour la prononciation, Jalen Johnson, Herbert Jones, hein, Aaron Nesmith, Yusuf Nurkic, Mitchell Robinson, Osar Thompson, Matisse Thybulle, Victor Wembanyama, Derrick White et Patrick Williams. Donc il n'y a que des gros défenseurs. Hormis, pour moi, mon avis personnel, Yusuf Nurkic, il n'y a que des gros défenseurs. C'est vraiment, il est dans le top, il est dans l'élite, il a un playmaking défensif de fou. Aaron Nesmith est le poste 3 titulaire des Indiana Pacers pour 4 ans. J'ai quand même, je sais pas ce que t'en penses, mais tu parlais d'Herb Jones et je trouve que c'est un peu vraiment ce genre de profil-là vers lequel il devrait tendre. Peut-être avec un peu plus de création offensive, mais ce genre de 3&D vraiment immense en Il est déjà défense. meilleur à 3 points. Même si pour l'actuel, Ouais, il doit essayer de devenir, je pense, ce genre de gars auquel tu te dis, ok, il est ex aequo, c'est les adversaires qui ont la balle, je veux que ce soit Aaron Nesmith qui défende, tu vois. Mm. Ce genre d'endroit où t'as plus aucun doute sur qui tu veux mettre en défense sur le meilleur joueur adverse. Parce qu'actuellement, ça tourne en fait. Souvent, t'as des Bruce Brown qui vont venir jouer, et puis dépendant de qui finit le match, ça peut tourner, mais j'aimerais bien que ce soit vraiment un moment où tu te dis, c'est Aaron Nesmith que je veux et personne d'autre. Ouais, Je pense pas qu'il en soit si loin, mais il y a encore du taf pour atteindre vraiment les sommets de la ligue niveau défensif. ça passera aussi par une défense, une défense collective aussi. Parce que c'est compliqué d'être un excellent défenseur dans un marasme défensif comme l'étaient les Pacers. Donc, si on continue à s'améliorer comme ça, franchement, il y a pas de souci. Son gros défaut pour l'instant, c'est quand même les fautes. Oui. 3.2 par match en 25 minutes, c'est haut, c'est beaucoup. Mais qui continue à s'améliorer dans ce domaine et on aura vraiment un top joueur pour pas cher, quoi. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Il reste toujours quand même assez petit pour un ailier. Il était déjà beaucoup pour un ailier fort, mais souvent, il doit quand même combler ce déficit de taille. Voilà, ça joue aussi. Il a dû défendre Giannis pendant 5 matchs. Donc, ça fait monter les stats au niveau faute, je pense. C'est clair. Mais oui, Aaron Nesmith, c'est ce genre de joueurs qui nous font arriver là où on est niveau classement aujourd'hui. Hein. Si on est 4e, si on n'avait pas Aaron Nesmith, on serait pas 4e cette saison. Hein, je le dis clairement. C'est clair, les top équipes ont toujours leur role player ultra efficace. Je pense notamment à Denver, par exemple. On va parler des champions l'année dernière, qui avaient Kentavious Caldwell-Pope et Aaron pense à Gordon. Il te faut ce genre de gars. C'est eux les game changers. T'as beau avoir ta star, si tu l'entoures si tu ne l'entoures pas plutôt de joueurs comme ça, c'est compliqué. Il faut ce travail de l'ombre. Aaron Nesmith le fait très bien. Jalen Smith le fait très bien. Isaiah Jackson le fait très bien. Miles Turner aussi. Que ça dure. Les recrutements ont été très bien faits. La gestion des joueurs et de l'effectif est assez impressionnant. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut... Peut-être le plus grand point fort de Kevin Pritchard et de Chad Buchanan. Leur construction de l'équipe est vraiment cohérente. Parce que quand je me souviens, il y a 3-4 ans, notre stratégie, c'était vraiment... on est un petit marché, il faut prendre le plus de joueurs possible. Et on entassait les joueurs qui étaient pas complémentaires du tout. Là, je trouve qu'il y a vraiment cette recherche de vraiment comment créer un truc qui marche dans Tyrese sans pour autant être uniquement pour Tyrese. Et même défensivement, ça marche en fait. On a tellement de profils très très différents qu'on peut répondre à beaucoup de situations maintenant. Et c'est de nos forces aussi, pouvoir s'adapter. Donc maintenant qu'on a parlé de l'équipe, des rotations de la défense, de la forme du moment, on va continuer sur les bonnes choses. On va se projeter sur le futur. On va faire un bon point sur les finances pour tout expliquer assez en détail, quoi, par rapport à l'été 2024 qui arrive. Donc, pour l'été 2024, Indiana a 8 joueurs sous contrat, garantis. Haliburton, Turner, Nesmith, Mathurin, Walker, Jackson, Shepard et Nembhard, par ordre de montant, on dira. Donc 8 joueurs. Les plus importants. C'est ça. C'est ça, exactement. 8 joueurs. Donc, tu as une base de 8 joueurs sur 15 pour l'été 2024. Et tout ça, ça équivaut à environ 89 millions de dollars pour 8 joueurs. C'est excellent. On ajoute à ça TJ McConnell qui n'a pas un contrat garanti à 100%. Son potentiel contrat est de 9,3 millions, mais la partie garantie est de 5 millions. Donc, on monte à environ 94 millions.
On ajoute encore à ça le dead cap, donc c'est tout ce qui concerne les joueurs qu'on a coupés les années antérieures, etc. Il y a notamment Nick Stauskas, hein, si vous vous en souvenez, qui est vraiment passé en coup de vent. Je sais même plus s'il a joué une seconde en fait. Non. Il n'a pas joué C'est du tous tout. Hein. les trades d'Aaron Smith, on les a coupés parce qu'en fait, on avait trop de joueurs, on en a reçu 5. Pour en envoyer un, fallait les couper, quoi. C'est ça, ouais. Donc Nick Stauskas, Juwan Morgan et Malik Fitz. Donc 3 joueurs qu'on a coupés les saisons antérieures, qui représentent pas grand-chose, hein, 1,8 million, mais c'est quand même à prendre en compte. Et on se rapproche de 96 millions de dollars pour 9 joueurs. D'accord? Vous vous entendez, hein, 9 joueurs. Le cap 2024-2025 est estimé à 142 millions. Donc ça fait une différence de 46 millions environ. Donc Indiana a potentiellement 46 millions de dollars sur le marché des transferts pour se renforcer avec déjà une base de 9 joueurs. C'est énorme. Mais ça marche pas exactement comme ça. Pour ça, il faut se séparer des cap holds des joueurs qu'on a actuellement. On a des cap holds, c'est un montant qui s'accumule au fil des années, qui te sert à re-signer certains joueurs sur les droits Bird. Par exemple, on a le droit avec Buddy Hield, avec Jordan Nwora. Les cap holds de Buddy Hield correspondent à 28 millions, près 29 millions de dollars. Donc, pour arriver au montant dit auparavant, là, les près de 96 millions de dollars de salaire fixe, il faut renoncer à tout ça. Buddy Hield, Obi Toppin, Jordan Nwora, James Johnson et tous les two-way. Qui coûtent pas très cher de toute façon. C'est ça, ouais. Ils sont à près de 2 millions chacun. Donc, pour avoir la somme, il faut renoncer à tout ça. Sinon, tu les conserves et tu les re-signes. Mais Qui, mine de rien, fait 4 joueurs que tu pourrais perdre potentiellement c'est pour ça, ouais. pour gagner de la place, mais vraiment de la place de zinzin. C'est ça. De la place de Zinzin. 46 millions. On se rend pas compte du montant. C'est énorme. 46 millions de dollars, c'est énorme, vraiment. Donc, un max player, en ce moment, c'est dans ces eaux-là. Donc, Indiana aurait la place de re-signer avec sa base de jeunes un max player. Et ça arrive pas souvent. Mm. Et ça permettrait vraiment à Indiana de se renforcer considérablement sur, comment dire, pour la suite, quoi. Oui, si on veut être compétitif très bientôt. Après, malheureusement, je pense qu'on la prochaine free agency est assez limitée. C'est pas une des plus fournies. Ouais. Faudra encore attendre. Je crois qu'il y a beaucoup de player options de grosses stars de l'NBA, mais qui sont quand même attendus de prolonger. Donc il va falloir rester à l'affût, mais même pour des trades, hein, avoir un si grand cap space, c'est-à-dire que tu peux te dire, ok, je vous prends cette star et je vous débarrasse d'un joueur un peu de merde, je vous donne des petits trucs et tu peux vraiment, ça offre vraiment une flexibilité très très grande et très intéressante. Après, il va falloir faire des choix. J'ai oublié de l'évoquer, mais aussi la situation de Jalen Smith, qui a une player option à 5 millions 4, qui va décliner, hein, bien évidemment, de par la saison qu'il est en train de réaliser. Et si on veut le signer, à titre personnel, je m'attends à un contrat à la Nasrid, aux alentours Oui, de pareil. 13-14 millions de dollars. Et ça, c'est un contrat qu'il faudra aussi re-signer pour ceux qui n'ont pas la notion des droits Bird. C'est des droits qui permettent de re-signer les joueurs au-delà de la limite fixée par le cap space. Et c'est fait pour re-signer, pour avoir... tu signes tes agents libres. Je prends un exemple, Pascal Siakam. Tu lui donnes le contrat que tu veux. Le maximum est atteint. Et avec les droits Bird, tu as la capacité de re-signer les joueurs éligibles avec ces fameux droits. Avec une limite, bien sûr. Oui. Mais Je crois que c'est 8% de plus. Ce qui fait que en gros, tu peux proposer aux joueurs un contrat qu'aucune autre équipe ne peut proposer. c'est ça, ouais. Si tu as le cap, évidemment. C'est ça. C'est-à-dire que si Jalen Smith, on peut lui proposer une offre, je sais pas, maximum de telle somme, et même si les autres équipes le voulaient, elles pourraient pas le faire. Ce qui, en soi, est vraiment intéressant pour des joueurs clés. Pour Jalen Smith, par exemple, ça pourrait être assez intéressant aussi. Sauf que, pour revenir à Jalen Smith, c'est typiquement le genre de contrat à la Ronnie Smith qui
peuvent avoisiner et être un peu au-dessus des 10 millions, mais c'est des joueurs qui te serviront et qui sont toujours utiles sur le long terme. Donc c'est pas des contrats délirants, c'est même des très bons contrats. Après, faudra aussi voir nos besoins et nos besoins sur le long terme. Ouais. Euh, Moi, par exemple, je sais pas, j'ai des petites questions sur ce qu'on pourrait faire avec ça, par exemple, pour l'année prochaine. Par exemple, l'année prochaine, on a Obi Toppin, potentiellement Jalen Smith et Jordan Nora qui vont être agents libres. Mhm. Ce qui fait qu'on va perdre 3 ailiers forts, potentiellement, et qu'on n'aurait plus que Jarrett Walker. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi, t'as des priorités? Est-ce qu'il faut re-signer Obi Toppin? Est-ce qu'il faut plutôt, je sais pas, aller chercher du Pascal Siakam? Comment tu te débrouilles? Parce que de toute façon, on va devoir faire des moves pour les ailiers forts cet été. Telle est la question. En fait, Voilà. Moi, je pense que c'est une question compliquée, ouais. et ça va être un peu la priorité de cette free agency, mais poste d'ailier fort, faut faire quelque chose. C'est sûr. Je vais argumenter avec 2 points de vue. Le mien et celui du front office. Je vais même commencer par celui du front office. Parce que si on en croit toutes les rumeurs insistantes qui proviennent quand même de sources assez fiables par moment, Pascal Siakam est vraiment une cible assez prioritaire des Pacers. Oui. Donc on va capitaliser là-dessus et se dire que cet été, si Pascal Siakam n'a pas bougé des Raptors et qu'il souhaite quand même tester le marché s'il va aux Kings ou aux Warriors ou autres, ou même à Indiana, on pourra l'évoquer après, et une offre sera quand même faite pour Pascal Siakam. Et j'imagine que ce sera une offre max et Est-ce que par exemple, typiquement, le contrat qui peut être proposé, c'est pas le genre de contrat max sur 2 ans, comme ce que peuvent faire parfois les superstars qui veulent tester un peu? J'ai un peu du mal à savoir ce que va vouloir vraiment Siakam, s'il veut vraiment s'engager sur du 4 ans avec un gros contrat, mais il va commencer à être vieux. Quoique, avoir un contrat max jusqu'à ses 34 ans, c'est quelque chose qui peut s'envisager. moi je pense vraiment qu'il voudra le max jusqu'à ses 34 ans. Ça se comprend, ouais. Par rapport Et à une blessure, en fait, ça peut te faire perdre énormément d'argent. Si tu signes un 2+1 par exemple ou autre, je pense qu'il va vraiment vouloir capitaliser sur ouais. le maximum et assurer entre gros guillemets sa retraite, quoi. Est-ce que tu sais par hasard quel serait l'envergure de son contrat max qu'il pourrait avoir? Parce que ce qui définit ça, c'est un peu les titres de All-Star, il me semble, c'est un peu les All-NBA Team, et lui, il n'a pas fait ça depuis assez longtemps. Est-ce que son contrat max, genre, ce serait quelque chose aux alentours de 35 millions, par exemple, par an? Est-ce que ça monte plus haut? Ça monte plus haut Ça serait normalement parce que peut-être autour des 40 millions par an, hein. c'est ça, parce que Pascal Siakam entre dans donc c'est son 3e contrat et au bout du 3e contrat, tu as, on va dire entre gros guillemets, j'ai pas le nom exact, mais les contrats vétérans qui se débloquent, Oui. qui te permettent d'avoir vraiment plus d'argent que certains, quoi. Et comme tu le dis, il y a d'autres montants qui se débloquent avec les sélections All-NBA, MVP et défenseur de l'année. Mais pour le montant, sur un max pour Pascal Siakam, je crois qu'on n'est pas 35, pas 40, je crois que ça serait plutôt vers les 45 millions pour Pascal Siakam. Ce qui est quand même quelque chose qui se réfléchit forcément, parce que c'est 45 millions pour Pascal Siakam, c'est un prix à payer. Honnêtement, Clairement. Pour un joueur qui a déjà 31 ans? Non, 30 ans. quelque chose comme ça. 30 ou 31. Ouais. Je comprends l'idée du front office de vouloir se renforcer, parce que Pascal Siakam reste un excellent joueur de basket. Enfin, je trouve d'ailleurs qu'il est assez sous-estimé. L'été que va vivre Indiana, en fait, il va pas falloir le rater. Il va falloir faire les bons choix, parce que tu as en parallèle énormément de cap disponibles, et en parallèle un énorme groupe de jeunes encore dans leur contrat rookie. Donc tu peux devenir très compétitif en un claquement de doigts, en fait. Siakam, si cette année il est au NBA, ce qui reste peu probable, il serait éligible à un deal de 307 millions sur 5 ans, ce qui ferait commencer à 52 millions l'année, ce qui est beaucoup. Mais si c'était pas le cas, il serait plutôt éligible à un contrat aux alentours de 200 millions sur 5, ce qui ferait 40 millions par an, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui se donne déjà plus, honnêtement. Hop, hop, hop. Petite pause pour parler du contrat de Pascal Siakam. Donc on va être très précis pour que vous ayez tous les éléments. Donc Pascal Siakam, donc il y a bien une histoire de contrat vétéran, hein. C'est selon les années d'expérience. Donc Pascal Siakam, qui va entamer sa 8e année dans la ligue, sera éligible à un contrat vétéran du coup, entre 7 et 9 ans, donc c'est les conditions.
par rapport au cap 2024, donc le salaire estimé, s'il décide d'entamer les négociations avec une autre équipe que les Toronto Raptors, donc ça, je reprends un autre exemple, les Indiana Pacers, il pourrait être éligible à un contrat de 4 ans maximum pour un total de 183 millions de dollars. Donc avec une première année à 42 600 000 dollars et une augmentation annuelle de 5%. Donc près de 42 millions en année 1, près de 44 millions en année 2, près de 47 millions en année 3 et près de 49 millions en année 4. Donc ça correspond à peu près 30% du cap. Donc si les Pacers signent Pascal Siakam, ils auront 2 joueurs max dans l'effectif. Après, il va falloir, je pense que ça va être tout une question de choix. Est-ce que si Pascal Siakam est éligible à un contrat à 50 millions par an, est-ce que tu préfères pas plutôt donner, je sais pas, du 13 millions au Bitopin par an qui est bien plus, qui est quand même bien valuable actuellement, et plutôt essayer de garder cet argent pour miser sur un gars un peu plus jeune, je sais pas, ça va être des choix. Indiana a pas mal d'options, je pense. Certaines sont meilleures que d'autres, c'est sûr. Et, je pense qu'au Bitopin, à l'heure actuelle, on sait pas encore trop quel est son avenir. Même le coaching staff, Kevin Pritchard et Chad Buchanan ne savent pas. Et que ça dépendra aussi un peu du dossier Pascal Siakam. Après, il faut aussi se demander qui serait capable de donner ces 40 millions à Pascal Siakam. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes en NBA? Je ne suis pas sûr, ou alors il va falloir faire des sacrifices. Qui est capable de donner les 40 millions à Siakam lors d'une free agency classique? Personne, à part Indiana, je crois. Par contre, il y a pas mal de sign and trade Ouais. qui peuvent se mettre en place avec d'autres équipes. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que si Indiana signe Pascal Siakam directement, donc il aura une augmentation mensuelle à hauteur de 5%, comme les contrats à peu près classiques, Annuel. on va dire. Annuel, pardon. Vaut mieux annuel, oui. Une augmentation de 5%, comme les contrats classiques pour les joueurs signés à la free agency. Mais par contre, s'il fait un sign and trade, donc en signant avec les Raptors, pour aller ailleurs, il peut obtenir avec les droits Bird, du coup, donc c'est une augmentation du salaire, jusqu'à 8%, et ça augmente vraiment le chiffre, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut, en fait. Il veut faire une Bradley Beal, c'est-à-dire signer le maximum possible avec sa franchise, puis être échangé juste après, et donc avoir tout à gagner, quoi. Mais du coup, j'y vais assez brutalement, mais tu le ferais? Est-ce que là, si, enfin, ça sign and trade en signant le max du max, je sais pas, disons 43 millions par an sous la première année, est-ce que t'y vas, toi? Sache que j'y réfléchis tous les jours. Moi, je pense pas, honnêtement. En tout cas, pas sur 4 ans. Bon, pas sur 4 ans, je pense qu'il dira non. C'est ça le souci. En fait, je me dis, si on le fait pas lui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme j'ai dit, Indiana a un énorme cap disponible cet été. Et avec tous les contrats rookies qui sont encore actifs, on peut devenir une équipe compétitive très rapidement, en fait. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je suis vraiment à 50-50. Moi, ce que je me dis qui serait une possibilité aussi là-dessus, c'est, bon, en fait, on redonne un contrat sur 2 ans à Buddy Hield, on redonne un contrat assez long terme sur Obi Toppin, et en fait, cette équipe, on a bien vu que elle est ultra jeune, et elle est capable de faire des top 4 de la saison à mi-saison, tu vois. J'ai l'impression que ça resterait peut-être la solution la moins risquée, de juste se dire, ok, cette équipe, elle marche, on le sait, on gagne tout le monde, et puis après, bah, s'il faut lâcher Buddy Hield contre de la valeur, on pourra récupérer des choses, Obi Toppin aussi. Ce qui fait un peu peur, c'est que s'engager vraiment sur du très long terme avec Pascal Siakam, qui est un joueur qui peut être All-Star, mais voilà, en fait, tout est dans la formulation. Il peut être All-Star. À l'heure actuelle, c'est pas un All-Star 100%. Il a le niveau pour. Je pense que s'il jouait dans une équipe, ce serait bien. Mais je pense qu'il y a des moments où les sommes vont commencer à être très 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 grandes pour des joueurs qui ne sont pas des franchise players. Et je ne pense pas que Pascal Siakam soit un franchise player à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut assez logiquement le dire quand on voit les 4 dernières saisons des Raptors, qui pourtant avaient des joueurs assez ok, un effectif assez ok, ça n'a pas marché. Moi, j'ai mis des doutes quand même. Bon, je vais apporter un peu de contradiction alors pour animer le podcast, on va dire. On va dire que je le fais. Je signe Pascal Siakam au max pour plusieurs raisons.
La première, c'est que, comme tu as dit, il peut être All-Star, mais il est à Toronto. Depuis 3 ans, il est franchise player des Raptors. Il est surresponsabilisé. On sait que Pascal Siakam n'est pas un franchise player, mais c'est une deuxième ou troisième option d'équipe qui t'emmène vers le titre. C'est une seconde, ça peut être, pour moi, c'est une seconde option, mais pas une seconde option comme Kyrie Irving, qu'il a été avec LeBron James ou Jamal Murray, par exemple, ou Chris Middleton. C'est une seconde option de par son ultra polyvalence sur le terrain et tout le travail de l'ombre qu'il fait en étant ce genre de joueur, en fait. On l'expliquait juste avant avec Aaron Nesmith ou Isaiah Jackson. En fait, Pascal Siakam fait aussi cet énorme boulot de l'ombre, en plus d'être un super créateur d'attaque, de mettre ses 22 points par match tous les soirs, de prendre 8 rebonds, de faire 5 passes, quoi, de faire une interception à contre. C'est une seconde option différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Ajouter Pascal Siakam à Haliburton, et là, je mets Mathurin titulaire, Nesmith et Turner, je pense que ça nous fait vraiment passer un cap. 4 ans, c'est vrai que c'est chiant. Ça va être surtout chiant, je pense, pour les 2 dernières années. Mais à l'instant T, je pense que c'est quand même une occasion qu'il faut pas laisser passer. Après, moi j'ai donné aussi mon avis personnel, mais pour le coup, je pense que signer Siakam ne serait pas forcément une erreur en soi. Je pense que, comme tu as dit, il y a beaucoup de qualités qui nous aideraient. Et puis, intrinsèquement, le joueur est quand même très très fort, c'est pas ça le Siakam. C'est juste que moi, je suis pas forcément convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Mais pour le coup, signer Pascal Siakam semble être une chose assez accessible à notre portée et sans trop nous coûter. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà, je dis, si on le fait, je pense que si je vois qu'on a signé Pascal Siakam à 40 millions par an, 40 millions par an environ, avec genre 42 millions la première année, je serais en mode, c'est cher, mais ok, maintenant on a notre joueur, on a notre truc. Bon, c'est un peu dans un contexte différent, mais un peu aux Kings, avec le trade pour Haliburton, où en fait ils ont juste pris leur meneur qui était absolument exceptionnel, ils ont rajouté un intérieur très très fiable et All-Star, et ça marche, tu vois. Donc je pense que si on le fait, je serais content. Si on le fait pas, je serais pas du tout inquiet. C'est juste qu'il va falloir faire quelque chose pour le coup. Oui, c'est ça le truc. En fait, on a vraiment une magnifique fenêtre. C'est juste que la free agency n'est pas incroyable, en fait. C'est ça, un petit souci de timing. Mais Tyrese Haliburton est à un niveau exceptionnel. Hein, c'est un top 10, 15 NBA. Moi, je dirais 10, mais bon, il y a des haters qui nous écoutent sûrement. Je plaisante, bien sûr. Non pas qu'il faut se précipiter, mais on a une opportunité de devenir compétitif tout en développant les jeunes joueurs. Et comme je l'expliquais juste avant, pour moi, la présence de Pascal Siakam, donc très bon créateur d'attaque, hein, je tiens vraiment à souligner, permettra à Bénédicte Mathurin d'intégrer le 5 majeur, donc d'accroître son développement, en ayant encore plus de positions de tir préférentielles, quoi, avec un focus vraiment sur Tyrese et Pascal Siakam. Une très bonne complémentarité avec Miles Turner, parce que Miles Turner a une vraie tendance à prendre ses tirs de loin. Pascal Siakam peut shooter. Déjà, il shoot pas le marasme, hein, avec tout le respect que j'ai pour Oui. les Raptors, mais c'est une équipe qui ne possède aucun spacing, qui avait Fred VanVleet, qui est un bon shooter, OG Anunoby, qui peut shooter, mais plutôt dans les corners, Scottie Barnes, qui était un joueur inefficace, Pascal Siakam qui n'est pas du tout une gâchette et actuellement Jakob Poeltl qui stretch très peu. Mais tu mets Pascal Siakam dans le meilleur spacing de la ligue. Oui, le meilleur spacing de la ligue, c'est Indiana. De par tous les shooters qu'ils ont partout. Franchement, je pense que ça va encore plus débloquer son jeu et faire exploser ses stats. Oui, il sera All-Star la saison prochaine s'il est signé à Indiana. J'en suis persuadé. Je pense, oui. Je peux vraiment m'attendre à un Pascal Siakam à 25 points, 8 rebonds et 4-5 passes facilement, avec des pourcentages vraiment en hausse. Quand on voit ce qu'on fait avec Obi Toppin, je pense que Pascal Siakam peut vraiment step up. Avec Kyrie, il va finir en 30 points, 10 rebonds, 7 passes, hein, de moyenne. Hein. Ça, c'est Giannis. C'est de vrai. Ça, c'est Giannis, ça. Mais c'est quand même pas défenseur de l'année, je pense. Mais oui, mais pour revenir à ce que tu as dit, juste pour finir, je pense, pour conclure, parce qu'il va falloir mettre un point à tout ça. Par exemple, cet été, du coup, toi, c'est quoi ce que tu aimerais voir dans l'été idéal? On signe Siakam, on laisse partir Bruce Brown, du coup, et on essaie de re-signer derrière un Jalen Smith, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais faire, par exemple, toi, si tu devais faire un peu ton marché, et qui tu laisses partir, qui tu essaies de re-signer, qui tu essayes de signer?
Pascal Siakam, signé sur 4 ans. Idéal, enfin idéal mais réaliste. Donc Pascal Siakam sur 4 ans au max pour avoir le poste 4 tant recherché et compétitif. Laisser partir Bruce Brown de par le développement de Andrew Nembhard et celui de Bénédicte Mathurin. Garder TJ McConnell. Donc ça nous fait une rotation pour l'instant Haliburton, McConnell sur le poste 1. Bénédicte Qui est Mathurin, qui est excellent, top 1 de la ligue. clairement. Bénédicte Mathurin, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith. Et là, il faudrait Ben faire... Shepard, pour l'instant, bon, c'est faible, mais Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faudrait re-signer. Bah, regarde, par exemple, en signant Pascal Siakam et en lâchant tout le monde, c'est à peu près le cap disponible. Et comme on ne dépasse pas, on n'est pas en luxury tax, on aura la mid-level exception. Et quand tu dépasses pas la luxury tax, elle est complète. Elle est aux alentours de 12 millions, je crois. Avec ces 12 millions, tu peux re-signer un vrai joueur de rotation, quoi. Et donc c'est-à-dire que pour signer Siakam, il faudrait laisser partir Jalen Smith. tu peux quand même re-signer Jalen Smith via les droits Ouais. Bird, mais est-ce que tu Ça va être bougeras, short. est-ce que tu bougeras pas ta raquette avec Siakam, Jarrett C'est sûr. Walker, que je compte développer personnellement, et Turner Jackson. Et C'est vrai, et ça c'est, peut s'entendre. et c'est là que, de jour en jour, je pourrais comprendre vraiment l'intérêt, entre guillemets, du front office de récupérer Siakam à la deadline. Toujours, vraiment, j'accentue sur ça, toujours avec un accord au préalable, hein. Pas une location de Siakam. Et juste Oui, 3-4 mois de plus ensemble, quoi, surtout. Pour, oui, déjà pour avoir un meilleur vécu collectif et récupérer des pièces, parce qu'on a beaucoup d'agents libres potentiels. Donc on pourrait récupérer pas mal Ouais. de pièces en échange, quoi. Et pourquoi pas créer une petite surprise au premier tour, ou pourquoi pas faire une Hawks et se frayer un chemin jusqu'au final de conférence. Pourquoi pas? Toute proportion gardée, bien sûr, hein. quand je vois comment on joue, j'ai l'impression que rajouter Siakam, ça pourrait vraiment nous permettre de passer un tour à l'heure actuelle. À voir. Après, à voir. Après, faut déjà attendre que Haliburton revienne. Mais typiquement, je pense que ce serait vraiment pas irréaliste du tout de le dire. Ça nous ferait passer des tours. Ouais. Non, J'avais juste franchement. Vas-y, un vas-y. petit truc à te demander. Est-ce que tu crois pas que cette intersaison-là, t'as un petit McConnell qui décide de signer là un petit contrat de 11 millions par an sur 3 ans là. Tu penses pas que c'est un peu le moment pour lui où il se dit il est dans une équipe qui lui plaît, avec un rôle qui lui plaît? Est-ce que tu crois pas que c'est le moment pour lui d'essayer un peu de s'étaler sur le long terme avec une franchise qui a besoin de lui? Parce que son contrat il est pas garanti l'année prochaine. C'est ça, ouais. Et je vois mal Indiana le lâcher. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un petit truc où c'est juste on fait un peu le ménage, on essaie de re-signer Siakam et on garde un petit McConnell? Je suis d'accord avec ça, perso. Il apporte tellement de garanties, et dans un projet où tu as envie d'être quand même compétitif, bah, avoir McConnell, c'est vraiment avoir un des meilleurs backup meneurs de la ligue, qui s'inscrit vraiment dans la culture des Pacers en plus. Et pour moi, c'est un grand oui, clairement. J'ai l'impression que c'est quand même très Pacers de pas attendre le dernier moment pour signer leurs joueurs clés, pour un peu leur montrer qu'ils sont importants, les inclure dans le projet. C'est ce qu'on a fait avec Haliburton et Nesmith. On n'a pas attendu la fin du contrat pour leur proposer des offres. Moi, je suis Et, d'accord. je serais pas étonné de voir McConnell accepter, surtout que vraiment il a l'air quand même d'être parfaitement dans son élément dans cette équipe-là. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui sont aussi heureux de jouer pour les Pacers que TJ McConnell à l'heure actuelle. Ouais. Peut-être Tyrese, mais je serais vraiment pas étonné cet été si on voit qu'il y a une offre assez bien payée, je pense, pour TJ McConnell, mais qui soit sur le long terme pour être sûr que lui dire bon, voilà, ton futur il est assuré maintenant. Ouais, je suis d'accord. Et toujours avec une garantie de temps de jeu, par contre, parce qu'au début de la Oui. saison, on avait tous été... Enfin, on avait vu la news comme quoi Rick Carlisle avait annoncé à TJ McConnell qu'il jouerait très peu. Et bon, il s'avère qu'il joue, de par de par le fait qu'il est trop fort, tout simplement. Trop fort pour pas jouer. Ouais. Donc, ouais, Mais une garantie. il s'en sort bien Carlisle, hein, niveau rotation, hein, parce que pour faire réussir à donner du temps de jeu à un peu tout le monde, c'est Buddy Hield et Obi Toppin qui prennent un peu, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. J'ai Mais des, voilà, je pense. j'ai des questions pour Vas-y. toi, avant de Ouais. clôturer le point transfert, on va dire. Donc, dans un gros mois, la traite. T'as la date exacte, d'ailleurs, de la trade deadline? Le 6 février, Le 6 février, donc. parce que je finis mon partiel le 5. Bah, bonne chance à toi. Donc, dans 3 semaines, la trade deadline arrive, et on a beaucoup parlé de Pascal Siakam, qui est une piste évidente, apparemment, pour les Pacers, et à juste titre, mais aussi d'autres noms qui pourraient être intéressants pour Indiana, avec des joueurs qui sont sur le marché.
Que penses-tu de Lauri Markkanen, par exemple? Euh, Qui est apparemment un j'ai du joueur mal à voir difficile. Lauri Markkanen jouer poste 4 à Indiana, honnêtement, de par son profil défensif. Et moi, ça me pose un peu problème. Je pense qu'il faudrait pas lâcher des choses importantes si on veut Lauri Markkanen. Et même, je pense que c'est un profil qui nous rendrait plus forts, je suis sûr, mais qui nous bloquerait un certain plafond, je pense. Qui n'est pas forcément un plafond où tu vises les hauts des playoffs chaque année, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect défensif et c'est vraiment ça qui me pose problème parce que rajouter un défenseur négatif en plus d'avoir Ali Burton sur le terrain, c'est compliqué. Surtout que c'est un très bon joueur offensif, mais c'est pas un joueur aussi impactant Oui. qu'un Jokic par exemple. Je prends l'exemple de Jokic parce que dans T'as pris l'exemple du meilleur joueur offensif de la ligue aussi. non, mais j'ai une justification. Je prends l'exemple de Jokic parce que son duo avec Murray n'est pas le meilleur défensivement, tu vois. Et ça Mm. aurait pu être la même Oui. chose avec un Tyrese et un autre excellent joueur offensif. Ça aurait pu se comprendre, sauf que là, l'impact de Lauri Markkanen n'est pas à ce point important. Markkanen, c'est vraiment un très fort finisseur d'action, hein. Il prend énormément de paniers assistés avec une énorme réussite, mais défensivement, on l'a vu quand on l'a joué, on l'a, Ouais. on l'a défoncé en fait. On Il le a, ciblait carrément, ça ouais, fait peur. Vraiment, mm, Carla a dit, faut l'attaquer, lui. ouais, ouais. Comme tu le disais, quand tu vois Buddy de le focus, ça veut dire des choses quoi. C'est vraiment un profil Je pense que intéressant typiquement, c'est... offensivement. Pardon, oui, je clôture Vas-y, et je vas-y, te laisse vas-y. la parole. C'est vraiment un profil extrêmement intéressant offensivement, mais je me dis à quel point on n'a pas déjà ça entre gros guillemets avec Miles Turner, qui est aussi un finisseur d'action, mais beaucoup moins efficace offensivement, mais qui t'apporte vraiment une meilleure garantie défensive, quoi. Donc le compromis voilà, est à mettre en perspective. Et j'ai fini et je te laisse la parole. Pas de souci. Ce qui est très intéressant aussi et qui fait qui va sûrement bouger pour moi à la trade deadline, Markkanen, pour renforcer un contender, c'est son contrat. Markkanen, cette année, il prend uniquement 17 millions par an et il lui reste une année derrière à 18 millions. À ce prix-là, je pense qu'il peut vraiment renforcer un contender, mais je pense qu'il sera cher. Oui. De toute façon, c'est Danny Ainge aux commandes. Il va pas partir gratos. C'est Mais clair. pour revenir sur Markkanen, je pense que c'est typiquement le genre de signature que si on le trade pour quelques petits trucs, je serais un peu en train de grasser les dents et faire l'article un peu à contre-cœur. Je reste toujours convaincu que quand t'as la meilleure attaque de la ligue, voire de l'histoire, rajouter un profil uniquement offensif, c'est pas forcément ce qui te fait passer des paliers. Surtout quand il est aussi défensif en défense. Et donc, je pense que typiquement, ce serait une erreur de donner de la valeur pour miser sur lui sur le long terme. En saison régulière, ça marcherait très bien, mais en playoff, je pense que ce serait assez révélateur du plafond de l'équipe. Ouais, je Il y suis a peut-être d'autres d'accord. joueurs à parler. Moi, j'ai un nom, mais pour moi, il va être, comme on dit, la question va être vite répondue. Zach Lavine. Non, mais Nick Mathurin est meilleur. Non, je rigole. Non, Zach Lavine, c'est le joueur qui m'a fait aimer le basket, mais non, je pense que... Après, je dis ça, mais je pense que Nick Mathurin, à terme, devrait partir dans ce genre d'eau-là. Peut-être pas non plus lui continuer de foutre des obstacles devant le développement de Bénic Mathurin, ce serait dire qu'il y en a pas mal eu dans sa carrière, donc si au moment on pouvait un peu lui dégager le terrain, ce serait pas mal. Non, je suis d'accord sur. Je pense vraiment que Mathurin devrait être titulaire l'année prochaine, quoi. Et contrairement à Jarras Walker, qui pourrait être déjà qui joue pas, si si Rick Carles l'estime un peu juste, avoir un Pascal Siakam devant lui et en mentor en plus, ça pourrait vraiment être bien pour lui. Jarras Walker et Daniel Jackson en sortie de banc, je suis curieux. Mm. Moi aussi. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être très drôle. Et Un voilà. autre. Est-ce que j'ai un autre nom? Est-ce que tu Si as on est du- d'autres? Est-ce que tu as des noms? Peut-être ceux qui sont dans les rumeurs, genre Dorian Finney-Smith, t'en penses quoi? Le profil est bon. Franchement, il peut s'inscrire assez facilement dans le jeu d'Indiana, mais j'ai vu passer hier que il faudrait 2 tours de draft, donc voilà. Ma réponse est non, quoi. Oui. Euh, Il a 30 ans quand même, c'est pas non plus à négliger. Mais ça reste un vétéran pas trop cher. c'est Et ça. voilà, je pense que si Indiana veut un peu commencer à libérer ses contrats expirants pour récupérer un peu plus de long terme, ça peut être un bon plan d'aller chercher. Après, des pics,
Moi, honnêtement, je suis pas forcément fermé à l'idée de lâcher quelques petits pics parce que actuellement, la profondeur d'effectif d'Indiana est trop importante. On le voit aujourd'hui, nos rookies ils jouent pas trop. Donc, par exemple, cette année, on a 3 pics. Je suis pas sûr qu'on puisse tous les utiliser de bonne manière pour avoir du temps de jeu pour ces jeunes et les développer. Donc, je peux l'entendre. Après, est-ce que j'ai envie de mettre mes pics sur Dorian Finney-Smith? Je suis pas persuadé à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. C'est Surtout qu'il fait 2 m 1, donc ça reste un joueur assez petit. Mm. Mais si on le fait, je pense il peut apporter positivement et être important dans les rotations sur le futur. c'est clair que s'il vient, c'est un plus pour l'équipe, hein. Défensivement, il va Oui. apporter ce qu'il sait faire. Et bon, c'est un joueur qui prend essentiellement des 3 points, hein. C'est vraiment beaucoup. Je crois que c'est 60% de ses tirs. J'avais regardé hier. Donc c'est offensivement, il va Mais catch and shoot, il quoi. a 47% de cette saison. Non, 40% de cette saison de loin, donc c'est pas mal. Défense, un vrai 3 quoi. Mais Ouais. 2 pics pour un 3 pour moi, c'est non. Après, c'est Brooklyn qui fait ça pour faire monter les offres, c'est sûr. Mais j'entends le fait que tu parlais des pics, c'est intéressant. C'est vrai que l'année prochaine, déjà, enfin pour cette draft, on a 2 pics déjà. Je pense pas que les deux seront conservés. Là, au Au premier moment, tour, il me semble. ouais, on a le nôtre et le moins favorable entre 3 équipes dont j'arrive jamais à me rappeler. Il y a les Clippers, il y a OKC et je sais plus qui. Donc un pic qui devrait être autour de la 22e, 23e, 24e, 25e place, quoi. Un truc comme ça. C'est ça. Et on récupère Ce ouais, qui est quand le même moins favorable. pas mauvais, hein. Je sais qu'ils a Jackson, on les draft dans ces eaux-là, par exemple. Au moment où on parle, là, on a un spot de libre. Si on, Oui. si on enlève James Johnson, bien sûr, qui, je pense, ne sera pas là l'année prochaine, ou vraiment par circonstance du fait qu'on aurait lâché vraiment beaucoup de gars, quoi. Mais dans l'esprit, un spot, donc un rookie, deux, ça me paraît compliqué et on va plus trop être sur une timeline de développement à ce point bientôt, quoi. On a déjà beaucoup de joueurs à développer, c'est surtout ça en fait. C'est ça, voilà, aussi. Et des jeunes avec plus de potentiel déjà, donc Mm. j'ai peut-être plus envie de donner 32 minutes par match à Benick Mathurin qu'en donner 20 et derrière développer un rookie de 22 ans avec un peu de potentiel, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que sur le long terme et pour être compétitif, c'est moins viable. Ouais, je suis d'accord. Mais donc à voir les pics. Je pense que on n'est pas forcément si regardant sur les pics là et on recherche pas d'avoir de plus de pics, je pense. Déjà l'année dernière, on a repoussé un peu nos pics de draft parce qu'on voulait pas drafter 5 personnes. Ce qui a plutôt mal été géré, je trouve, mais c'est un autre sujet. Et puis j'avais peut-être un dernier joueur parce que tout le monde en parle. Kuminga. Un petit mot là-dessus peut-être de ton côté. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui a un vrai potentiel. J'ai l'impression enfin, j'ai pas l'impression, il est vraiment estimé de la part des Warriors. Donc, j'ai du mal à cerner la contrepartie qu'il faudrait pour un Kuminga, mais c'est un joueur vraiment intéressant, quoi. Moi, j'avoue que je trouve c'est intéressant. Il y a plusieurs problèmes avec ça, je trouve. C'est que les Warriors, c'est très très compliqué de faire des deals avec eux parce qu'ils explosent leur cap space enfin, ils le dépassent. Ils sont en luxury tax de plusieurs millions d'euros, faute de dollars. Donc c'est très très compliqué de faire des échanges avec eux. Et j'aimais quand même quelques réserves sur Kuminga. Je pense qu'il a un potentiel qui est vraiment très haut, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi un risque de potentiel qui sera jamais atteint assez fort. À la Par exemple, qu'on pourrait dire de joueurs comme Cam Reddish ou Patrick Williams, par exemple, où le potentiel, on le voit, il est là, mais ça fait des années qu'ils n'ont jamais vraiment atteint ça de manière régulière et positive. Moi, j'avoue que je suis un peu mitigé. J'avoue que Kuminga, j'ai pas assez vu de match, je pense, parce qu'il joue pas beaucoup. J'ai l'impression que le prix pourrait être cher. En Mais fait, techniquement, si Kuminga, ça marche, tu peux vraiment atteindre les sommets, je pense. ouais, je suis d'accord. Mais oui, le prix risque d'être cher, je suis d'accord. Parce que, J'ai vraiment du mal à cerner la valeur de Jonathan Kuminga. et aussi du mal à cerner ce que veulent vraiment les Warriors, parce que est-ce qu'ils vont se dire on reconstruit maintenant parce que ça marche vraiment pas, ou est-ce qu'ils vont essayer de faire un rush final? C'est compliqué de savoir. Est-ce qu'ils veulent des pics, est-ce qu'ils veulent des vétérans? Dommage qu'ils aient pas le cap, parce que je pense que des joueurs comme Bruce Brown ou Buddy, c'est des joueurs qui auraient pu les intéresser par exemple, mais niveau salaire, ça va être trop compliqué. Ou alors faut prendre du Wiggins ou du Chris Paul, mais bon, on en a rien à foutre. Donc Ouais, c'est compliqué pour Kuminga. faudrait une Je le vois troisième, mal arriver. faudrait une troisième équipe en fait. Parce que je Ouais. pense que dans l'optique de se renforcer avec des Bruce Brown, etc., il faudrait lâcher Chris Paul, qui est blessé en plus là. Donc une troisième équipe, parce que je pense pas qu'Indiana ait vraiment envie d'absorber ce contrat. Ça aurait pu l'année dernière, mais cette année, non. Je pense qu'ils veulent vraiment retrouver les playoffs
et se renforcer un petit peu, quoi. Donc il faudra vraiment une troisième équipe qui le laisse partir cet été, qui s'en fout. Mais cette équipe voudra aussi Kuminga, c'est ça le problème. Oui. J'avais proposé un transfert incluant les Raptors notamment, et c'est vrai que les réponses qui revenaient, c'était pourquoi les Raptors intégreraient les Pacers à ça. Donc ouais, Mais Kuminga je pense que ça me paraît improbable. oui. Est-ce que tu as envie de Kuminga quand tu peux avoir peut-être potentiellement Siakam à la free agency? Par rapport à notre timeline, ça colle. C'est Hmm. vraiment un bon joueur à développer sur les postes 3-4. On aurait une belle rotation, mais est-ce que tu en as envie? Moi, à l'heure Oui. actuelle, Est-ce que c'est faisable? Non. moi, à l'heure actuelle, entre Kuminga et Jarrett Walker, je prends Jarrett Walker tous les joueurs à développer. Franchement, moi, c'est mon point de vue. Kuminga, bien que ce soit assez improbable qu'il signe, je pense que ce serait une erreur aussi de le foutre devant Jarrett Walker encore un peu, qui a définitivement besoin de temps de jouer en NBA. Et j'ai pas peur de le dire, mais pour moi, le potentiel de Jarrett Walker me paraît quand même supérieur à celui de Kuminga. Peut-être que les fans des Warriors hurleront devant cette phrase, mais Moi, je suis d'accord avec toi je crois personnellement. vraiment très très fort en Jarrett Walker. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Les deux sont des pics. Enfin, Kuminga, c'est un pic 7, Walker, c'est un pic 8. Mais sur les qualités intrinsèques, je préfère celle de Walker à Kuminga, personnellement. Oui. Et puis je trouve que le fit sera peut-être un peu plus évident avec Indiana côté Walker. Bah voilà, je pense qu'on a fait bien le tour maintenant et que on est bien au point sur ce qui va se passer cet été-là. Et de toute façon, on devrait peut-être vous revoir pour la trade deadline si tout se passe bien. Encore un peu, on sait pas. Mm. On verra, on verra. Je pense qu'on peut partir à la dernière partie. On va passer aux questions des auditeurs. Alors, première question. Jordan Noah qui s'installe en rotation, c'est possible. Hmm, Pour moi, non. Pour moi, non, car dans l'esprit de, comme on l'a évoqué juste avant, Obi Toppin reste un joueur assez efficace hors sortie de banc, vu qu'il a été repositionné comme tel, qui apporte une vraie complémentarité avec Tyrese pour moi. Sur séquence, ils peuvent très bien jouer ensemble et je vois, même si j'aime beaucoup Jordan Noah, je vois pas pourquoi il bouleverserait la rotation d'un coup. Ça reste mon point de vue. Les rotations m'ont l'air bien installées. En tout cas, les 11 qui sont assez déjà difficiles à gérer pour Carlisle. Je suis d'accord. Jordan Noah, ça reste quand même quelqu'un qu'on peut faire majoritairement jouer au poste 4 et qui, lui non plus, n'est pas forcément un poste 4 naturel. Et c'est sûr que des Obi Toppin, déjà, tu rajoutes un peu de taille, même maintenant que Jalen Smith est aussi rentré en rotation à ce poste-là, le chemin se fait un peu. Et puis même pour les saisons d'après, je pense pas qu'on re-signe Jordan Noah et je pense pas que Jordan Noah tout simplement veuille re-signer à Indiana, vu ce qu'il a, le peu de temps de jeu qu'il a hérité cette dernière saison. Donc malheureusement, j'aurais aimé avoir le joueur le plus se développer parce que je pense qu'il a un vrai potentiel. Il a pas eu de chance. Donc, on a une deuxième question. Pourriez-vous quantifier l'impact d'Aaron Smith sur la performance collective? Entre parenthèses, bilan de 9-1 quand il est starter cette saison, ça impressionne. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ça peut se répéter parce qu'on a pris un petit moment par lui déjà, très positivement d'ailleurs, et je pense que notre réussite, bah oui, elle est beaucoup liée à lui, surtout sur les derniers matchs, même si je pense que j'ai du mal à avoir une personne un peu responsable de notre gros progrès depuis 10 matchs. J'ai l'impression que c'est vraiment un tout avec des rotations qui sont mieux trouvées, des joueurs qui sont plus à l'aise, mais c'est sûr qu'Aaron Smith, il a quand même fait prendre un step à notre défense. C'est notre meilleur défenseur extérieur, actuellement, je dirais, sans trop de soucis, parmi les titulaires du moins. Et ça se ressent en fait. Miles Turner, maintenant, je le trouve bien plus efficace en défense parce que les gens arrivent moins facilement au cercle. Et ouais, je sais pas, je sais pas comment on pourrait quantifier l'impact au sens de la question, mais je sais pas si on part d'une échelle de 1 à 10, l'impact d'Aaron Smith sur la performance collective, je sais pas, je le mettrais à 7,5. J'ai pas envie de dire que c'est la raison principale, mais c'est quand même une des raisons majeures qui font qu'on marche parce que offensivement, il est vraiment excellent en plus d'être défensivement très bon. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter, hein. La note me paraît bien, le constat aussi. On l'a pas mal évoqué, hein. C'est vraiment un role player super, efficace en attaque, efficace défensivement, c'est tout ce qu'il faut. C'est exactement le genre de joueur qu'il faut autour de Tyrese Haliburton notamment. Il est devenu le futur très rapidement, Aaron Smith, hein. Ouais, vraiment. Une troisième question peut-être? Ouais, troisième question. Andrew Neymar a-t-il les épaules pour supporter autant de créations à l'absence de Tyrese Haliburton? TJ titulaire. Alors, autant de créations, théoriquement oui,
Parce qu'il a montré sur de belles séquences qu'il était quand même un playmaker de bonne qualité. Autant que Tyrese Haliburton, bah, personne ne le fait en fait dans la ligue à part Nikola Jokic Jokic. et Luka Doncic, donc c'est compliqué. D'où l'aide du banc de TJ McConnell, qui fait excellemment bien le travail. Donc ça va vraiment être un partage de minutes enfin, entre gros guillemets 24 minutes chacun, quoi. Mais ce qui va apporter en plus, par contre, c'est la défense, quoi. C'est Oui. une vraie valeur défensive pour limiter l'impact de l'équipe adverse et combler le manque, l'écart offensif entre les deux. Moi, pour poser la question, je sais que moi j'aime beaucoup me baser sur l'année dernière, la même période où Tyrese était absent en ce match, où Andrew Nembhard avait totalement passé à côté du coche. Mm. Il avait fini sur les 11 matchs, je crois qu'il avait fini à 30% au tir, 17% de loin. C'était vraiment pas très bien. Et ce qui s'était passé surtout, c'est qu'il avait commencé les 5 premiers matchs titulaires. Et après, c'était TJ McConnell qui était passé titulaire. Parce que TJ McConnell, lui, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, bah, il va te foutre son 10-10, son 10-5-10 par match. Mais pourtant, j'ai quand même espoir que Andrew Nembhard cette année soit un peu meilleur. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé son match contre Atlanta, mais j'ai trouvé assez bon malgré beaucoup d'erreurs et de choses qui ont été les faits. Je trouve que il est quand même plus viable que ce qu'on pense. Surtout défensivement, il fait un bien fou. Ouais, je suis Évidemment, d'accord je avec pense pas toi. qu'il a les épaules pour ce rôle-là, et je sais pas si un jour dans l'NBA il aura les épaules pour être le métronome d'une équipe très sérieuse. Mais je pense pour faire de l'intérim comme ça sur les petites périodes, il peut le faire. Surtout quand t'as TJ McConnell à côté. S'il avait été tout seul avec Brad Wanamaker sur le banc, j'aurais dit non. Mais là, le simple fait que t'aies TJ McConnell à côté et que t'aies deux gros co-créateurs, ça le rend beaucoup plus viable, je trouve. Enfin, hier au premier quart-temps, il avait 0 point, TJ McConnell 0 point, 0 tir tenté les deux, mais les deux avaient 10 passes décisives, quoi. Mm. Sur un seul quart-temps. Donc, la création offensive, elle est là. Euh, et puis Andrew Nembhard, je sens qu'il y a encore des petits manques quelque part, un peu partout, au niveau offensivement aussi, mais je trouve que moi j'aime bien comment il part. On aimerait plus, c'est sûr, mais j'aime beaucoup son jeu d'un contre un de pénétration qui a totalement développé cette année. Et Et son mid-range, j'adore. son midrange, il est short. Moi je dirais qu'il est short pour une équipe qui est très mal est. Mais c'est mieux que rien, et puis il fait le taf. Mm. Et puis j'ai pas envie d'enterrer après 2 matchs. On Ouais. a vu ce que ça faisait d'enterrer Obi Toppin après 2 matchs. J'ai envie de laisser un peu le temps, et puis il a aussi été absent, donc j'aimerais bien le voir sur une période un peu longue. Après, s'il continue à faire des 7-3-6 en étant titulaire, s'il arrive à avoir ça avec des pourcentages un peu bien et moins de pertes de balles, moi je trouverais pas ça forcément un giga échec. Mm. Ouais, avec un Parce partage que la de temps. défense à côté, Vas-y, vas-y. si ça peut être un Derrick White un peu cheap, Ouais, pas mal la comparaison. Mm. après au niveau pull-up, je l'ai pas trouvé, il commence à retrouver le pull-up. Là, son petit tir après un side step de loin. Ouais, il a des vraies qualités, hein, mais Bah après, regarde, hier, il est 10-4-6-2 à, à 4 sur 6 au tir, dont 2-3 points, tu vois, c'est vraiment pas mauvais, hein. Il y a juste 4 pertes de balles qui sont là, mais mm. Non, franchement, il a des vraies bonnes qualités. Après, comme je l'évoquais dans mon petit paragraphe juste avant, là, pour illustrer l'écart offensif entre lui et Tyrese, bah, quand Andrew Nembhard n'est pas sur le terrain, l'équipe a un offensive rating de 125. Quand elle est sur le terrain, 117. Donc tu perds près 7 à 8 points. Mais par contre, quand il n'est pas sur le terrain, l'équipe a un defensive rating de 122. Et quand lui est sur le terrain, ce rating descend à 115. Donc à chaque fois, tu combles l'écart offensif par l'écart défensif, quoi. C'est comme je le disais, il apporte vraiment défensivement en premier lieu. Et certes, moins de création de Tyrese, mais sur le terrain, il sait gérer, quoi. oui. Et peut-être qu'un buzzer beater contre les Lakers prochainement pourrait le libérer. Et puis, j'ai beau l'enterrer un peu sur cette période de 11 matchs où il a vraiment pas été bon l'année dernière, mais sur la fin de saison, quand Tyrese n'était pas là, et pour le coup, il avait été pas mal, hein. Il était vraiment très bon, et on avait vu des flashs qui se faisaient dire que c'était peut-être le meilleur rookie. À l'époque, on se disait que c'était peut-être le meilleur rookie des deux, entre Bénédicte Mathurin et Andrew Nembhard. Mm. Je pense que Ouais. Bénédicte Mathurin a bien fermé les bouches cette année. Mm. Je dis pas que c'était faux l'année dernière, je pense qu'il y avait peut-être un peu ça se jouait l'année dernière, clairement, mais là, cette saison, Bénédicte Mathurin a vraiment fermé le couvercle. Mais en tout cas, Andrew Nembhard a montré qu'il pouvait mener cette équipe assez seul.
pas forcément dans des victoires, mais j'ai espoir qu'il y arrive un peu cette saison. Ouais, je suis d'accord. Je suis plutôt d'avis de l'associer à un autre créateur en tant que titulaire, mais pourquoi pas le laisser seul à la création en parlant d'une seconde unit, quoi. On enchaîne sur la dernière question. Buddy Et fait-il oui, sa vas-y. pire saison en carrière? Grande question ça. Je sais pas si je vais être Moi, je pense que non. Moi, je vais être honnête, je pense que pas forcément. Oui, au tir, il est pas forcément aussi impactant ce qu'il a pu être les années précédentes à Indiana. Je pense que simplement, il a beaucoup changé de rôle aussi. Mine de rien, on l'enterre, mais il est quand même à 38% de loin cette saison, ce qui est excellent. Bon, c'est loin de ses 42% l'année dernière, mais je pense que pas grand monde s'attendait à ce qu'il prolonge cette licence-là. Et puis, moi, ce que je vois avec Buddy, c'est surtout qu'il a changé de rôle. Je sais pas trop ce que t'en penses, toi, mais maintenant, il est plus vraiment utilisé comme une clé importante dans l'attaque. Je trouve que Carlisle a quand même, mine de rien, moi, je reste convaincu qu'il fait une bonne saison et que Carlisle a une bonne utilisation de sa part qui est surtout, quand tu mets Buddy sur le terrain, tu crées du spacing instantanément. Même s'il prend pas de tir, juste il va étirer les défenses et les terrains parce que c'est une menace très Mm. bonne. Et puis, maintenant, en fait, je trouve que, après, j'ai évidemment moins suivi son époque à Sacramento, mais là, je trouve qu'il est quand même négatif sur peu d'aspects. Bon, il y a des fois, il rate des tirs ouverts, t'as envie de péter des câbles, c'est sûr. Mais en défense, c'est pas mal. Hier, il s'est vraiment bien battu contre Trae Young. Il a bien défendu sur Trae Young. Il fait les passes, il a une vision qui est très correcte. Il se place bien. Évidemment, c'est vraiment pas sa meilleure saison en carrière, mais je trouve on peut compter sur lui, on peut s'en servir de plein de manières et c'est pas si mal. Surtout quand t'as envie de développer plutôt des jeunes, donc avoir ce profil à la Buddy Hield autour de toi que tu peux utiliser dans plein d'aspects pour compléter l'équipe. Moi, j'aime bien. Et je trouve que on lui crache un peu à la gueule alors que le niveau réussite de loin, il est pas si mal. Vraiment très bien en plus. Ah, je te rejoins, je pense pas que ce soit sa pire saison en carrière, hein, tout en n'ayant pas regardé tous les matchs de Sacramento, évidemment. Il Mais fallait vouloir. Hein. comme tu l'as dit, il vit une saison un peu particulière entre être titulaire, être remplaçant. Et il a aussi perdu, contrairement à la saison dernière, son partenaire préféré en Tyrese Haliburton, avec lesquels il jouait la plupart de ses minutes. Là, il joue pas mal avec Nembhard et ou McConnell. Il y a quand même pas mal de phases avec Haliburton, mais c'est vraiment lui qui le faisait briller, notamment l'année dernière, où il était sur une efficacité assez Mm. incroyable. Et pour moi, il reste toujours un des meilleurs shooters de la ligue, qui a quand même ses défauts, hein. Quand il catch le ballon, il regarde vraiment le cercle avant toute chose, avant de prendre une décision, que ce soit la passe ou un drive ou un tir, justement. Il regarde vraiment tout le temps le cercle, ça me fait rire d'ailleurs. Et pire saison en carrière, non. Je dirais peut-être pas. Non, non, pas d'accord. Ouais, moi aussi. Il fait quand même Après, partie de. C'est un point important de l'efficacité d'Indiana, quoi. Si, comme tu l'as dit, il crée une vraie attractivité sur le terrain de par sa capacité à tirer de partout, quoi. En catch and shoot, spot-up, notamment, quoi. Mais non, pas sa meilleure, pas sa pire saison. je sais qu'il y a quelque chose auquel je mets beaucoup de valeur, ce qui est pas forcément pour tout le monde, mais je trouve que Buddy, il a vraiment ce côté. Maintenant, il l'a, alors qu'avant, c'était vraiment pas le cas, mais il y a vraiment ce côté très rigueur maintenant, application des systèmes et des consignes de Carlisle qui est vraiment pratique. C'est un joueur qui est très sérieux. Tu peux lui demander de faire des choses, il les fera. Il va faire les efforts qu'il faut, comme des joueurs comme Mike Turner, par exemple. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est valuable actuellement pour l'équipe. Et donc, rien qu'avec ça, moi, je pense que qu'il fasse sa meilleure saison ou sa pire saison, il est loin d'être négatif dans ce qu'il propose. Oui, les mauvaises passes, ça arrive, les bonnes passes, ça arrive. Mais il y a aussi des moments où juste dans le quatrième quart-temps, c'est lui qui finit les matchs. Même hier, dans le troisième quart-temps, il arrive, il en met 3 de suite, et bon, Atlanta, ils sont plus dans la course, quoi. Et c'est un des seuls gars de l'équipe qui est capable de faire ça. Mais évidemment, ça passe aussi par beaucoup de gâchis et de tirs ratés. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il a encore une belle valeur sur le marché, hein, quand même. Mm. Donc ça prouve son importance, quoi. Si on n'a pas sa cam, t'essaies de le re-signer? Sur un Ou contrat tu gardes court, Bruce Brown? Pardon, on t'en euh, reprend. sur un contrat court, pourquoi pas. Entre lui et Bruce Brown, j'ai toujours du mal à savoir qui est peut-être pas le meilleur, mais le plus Pacers compatible. Mm. Je pense que j'ai Et envie de voir un peu plus de Bruce Brown aussi. On en a eu que 2 mois, il s'est ouais, besoin d'en voir plus. il-
Surtout depuis son retour, il est vraiment bien en plus. Hmm. On n'a pas parlé dans ce podcast, mais ouais, meilleure utilisation offensive notamment, où il arrive à être de plus en plus sur ses spots préférés, près de la raquette, à son flotteur super efficace. D'ailleurs, c'est un des joueurs les plus efficaces de la ligue, hein, dans cette zone. Il y a vraiment des moments où il accepte de porter l'équipe sur son dos sur certaines phases que je trouve très cool avec Bruce Brown en ce moment et qui font du bien. Lui et Miles Turner, j'ai l'impression qu'ils prennent quand même beaucoup les choses à cœur et qu'ils essaient de tenir la baraque en l'absence de Tyrese. Et c'est ça qui pourrait faire aussi dire que Bruce Brown, il pourrait être important pour le futur d'Indiana si on n'arrive pas à avoir des Siakam. Ou de toute manière, de toute façon, il aura de la valeur sur le marché, quoi qu'il arrive. Bruce Brown, n'importe quel contender le veut. Après, il est moins, entre guillemets, décalable sur le poste 3 Oui. qu'un Oh. Held. Et ça risque d'être bouché entre McConnell, Nembhard, Mathurin, Tyrese. Tu sais, C'était quoi. Bruce Brown, c'est un joueur qui peut accepter beaucoup de rôles. À Brooklyn, il jouait poste 4, hein, avec entouré par des Kyrie, des Harden et un KD. Ouais. C'est un des joueurs que tu... Après, ça dépend quel rôle tu lui donner. Je sais qu'Indiana, nous, on le fait jouer 2 parce qu'on veut un peu l'exploiter à son plein potentiel. Mais des équipes qui vont surtout contender, qui vont surtout avoir besoin de sa défense, de son énergie, et qui vont pouvoir le décaler un peu, hein. Même si je suis d'accord, poste 1 et 2, c'est vraiment là où j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise. Ouais, quand même. Ouais. Et balle en main, je trouve qu'il est pas mal. Ok. Bon, on a fait le tour, hein. Ouais. Je pense qu'on a parlé de tous les points importants, les sujets chauds, un peu moins chauds. Et voilà pour nous. Oui. Bravo à vous d'avoir tenu jusque-là, parce que ça va être long. On n'a pas encore fait le montage, mais sûrement 2 heures, donc bravo. Et puis on se retrouve minimum dans un mois, peut-être avant. Tout avant, en parlant de la trade deadline, hein, on réagira logiquement dessus pour Hmm. S'il faire se un passe point. s'il se passe des choses avant, on verra, parce que moi j'ai mes partiels qui arrivent très vite. Mais on essaiera d'être là. Et puis sinon, dans un mois, on se retrouve pour le prochain Space. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi.